Alors déjà, on va reprendre la base de la base de la base. Ouais, reprenons la base. C'est quoi l'inflation ? L'inflation. On pourrait définir l'inflation de la façon suivante. C'est l'érosion de la monnaie ou la perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Imaginons qu'aujourd'hui, tu veuilles acheter, je dis une bêtise, une maison. D'accord ? La maison de tes parents qui vaut 300 000 €. Est-ce que tu penses que tes parents l'ont payé 300 000 € il y a 25 ans ? Il y a quand même de fortes chances qu'il l'ait acheté peut-être 125, 150, peut-être 200 000 €, mais pas 300 000 €. Et en fait, la maison de tes parents a pris de la valeur, non pas parce qu'elle est géniale, hein, elle a pris de la valeur parce qu'en fait, le stock d'argent disponible a augmenté, et donc la valeur unitaire de chaque euro disponible, le pouvoir d'achat a baissé. D'accord ? Et c'est pour ça que pour rééquilibrer cette perte de pouvoir d'achat, certains objets montent, les actifs, et certains objets eux, ne montent pas, c'est ce qu'on appelle les passifs. D'accord ? L'inflation, ça n'est rien d'autre en fait que le fait pour la monnaie de perdre de sa puissance et de son pouvoir d'achat. À titre d'exemple, pour acheter une vache, je dis une bêtise, en 1900, il fallait peut-être, je dis une bêtise, hein, 5 $. Aujourd'hui, ça vaut peut-être 1000 $. Pourquoi ? Parce que le dollar a perdu énormément en fait, de pouvoir d'achat sur 100, 150 ans. Donc, c'est ça l'inflation. C'est le fait que votre argent aujourd'hui vous permet d'acheter une certaine quantité de biens et de services, mais que dans le futur, il ne vous permettrait pas d'acheter la même quantité de biens et de services. Exemple très simple, imaginons que vous viviez en 2008, qu'est-ce que vous pouviez faire avec 2000 €? Beaucoup de choses. 2000 €, enfin je sais pas si tu te souviens, en 2008, 2000-2500 €, c'était des très bons salaires. D'accord ? Il y avait des gens qui gagnaient 2500 € en 2008, une personne seule vivait très bien. Aujourd'hui, 2500 € en 2025, une personne seule, c'est compliqué. Ça devient difficile. Exactement. Pourquoi ? Parce que c'est l'inflation. D'accord ? Les prix montent parce qu'en fait, il y a de plus en plus de quantité de monnaie dans l'économie, et donc chaque euro qui existe a de moins en moins de puissance. Plus quelque chose est rare, plus il a de puissance, moins il y a d'euros d'argent en circulation dans l'économie, plus cet argent aurait de la valeur, mais plus il y en a, moins c'est rare, plus il en faut pour avoir la même puissance de consommation, le même pouvoir d'achat. Donc vous l'aurez compris, le vrai danger de l'inflation, c'est la perte de valeur de notre épargne. Ce que vous mettez de côté aujourd'hui vaudra moins demain. Et si vous ne faites rien, cette érosion est inévitable. Heureusement, une solution existe pour protéger son patrimoine. L'or physique, stocké en dehors du système bancaire. C'est exactement ce que propose notre partenaire du jour, Aucoffre, une plateforme française créée en 2009 dans la foulée de la crise financière, justement pour répondre à ce besoin de protection. Elle vous permet d'acheter, stocker et revendre de l'or, de l'argent, du platine ou même du palladium. Vos métaux sont conservés dans les ports francs de Genève, l'un des lieux les plus sécurisés au monde, sous surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, c'est plus de 40 000 utilisateurs et près de 800 millions d'euros d'actifs qui leur sont confiés. Le service est accessible dès 0,5 g, 100% assuré et transparent. Et pour commencer, Aucoffre vous offre vos 3 premiers mois de garde grâce au lien en description. Quant à nous, on retourne à notre discussion avec Sylvain. Mais en fait, je pense que là où il y a le plus grand débat en fait derrière, c'est qu'il y a ceux qui disent c'est bien et c'est pas bien, ce qui en soi est un faux débat en plus, parce que ça dépend beaucoup de contexte. C'est un faux débat parce que c'est un outil en fait, l'inflation, et c'est un outil qu'il faut utiliser à bon escient. Si par exemple effectivement tu n'as pas du tout d'inflation, tu as un autre problème, c'est que tu es en déflation, les prix baissent parce qu'il n'y a pas assez de consommation. Effectivement, ça c'est une autre spirale. Et au contraire, quand on parlait d'Amérique du Sud en off tous les deux avant de démarrer cette émission. En Amérique du Sud, ils ont le problème inverse, c'est-à-dire qu'ils ont une hyperinflation. C'est-à-dire que l'argent dont disposent les gens en fait perd beaucoup trop de valeur parce que le gouvernement en imprime beaucoup parce qu'ils sont dans des situations de faillite. C'est le cas notamment au Venezuela et Bolivie, un pays où j'étais. La Bolivie est aussi en train de souffrir de l'inflation, c'est pareil. Vous avez le marché gris, noir entre guillemets du taux de change et le marché officiel. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont imprimé beaucoup trop de monnaie. Alors après, vous allez me demander pourquoi est-ce qu'un État imprime beaucoup de monnaie ? Il y a plein de raisons. Et là, on rentre dans les débats les plus compliqués. Mais pour faire simple, en général, un État imprime de la monnaie parce qu'il a plus d'argent et qu'il a besoin de continuer à financer un certain train de vie en général. Il imprime de la monnaie. Et il a mis le doigt en fait dans l'engrenage. Et là, après, c'est fini. La machine le bouffe. Et après, c'est très difficile de revenir en arrière. Parce que tu disais en fait c'est juste qu'il y a toujours plus de monnaie en circulation. Quand cette monnaie est juste liée à une création d'une valeur, d'une richesse de base, c'est normal qu'il y en ait plus en circulation et c'est pas un problème parce que généralement le niveau de vie moyen va augmenter en conséquence. Parce que tu parlais de la vache à 5 $.
il y a 100 ans, des salaires à 2000, 10 000 dollars par mois, ça n'existait pas. Donc on s'est réajusté par rapport à ça aussi. Et la problématique, c'est quand on veut créer artificiellement de la valeur en pensant qu'on va imprimer, que miraculeusement ça va créer de la valeur, alors qu'en fait ce qu'on fait, c'est que la valeur existante, on la répartit juste parmi plus de monnaie, quoi. Exactement. Vous avez, enfin, je veux dire, imaginez un exemple théorique. Le monde, ça serait par exemple cette table et il n'y aurait que 2 micros dans le monde, d'accord ? Imaginons qu'on a un stock d'argent qui est 10 dollars ou 10 euros, vous choisissez la devise. Bon, en fait, on a 10 dollars, il y a 2 micros, chaque micro vaudrait théoriquement 5 dollars, on est d'accord. Si c'est les seules choses qu'on peut acheter avec cet argent, voilà. Si maintenant, au lieu d'avoir 10 euros, je mets 20 euros en circulation, si j'ai toujours que 2 choses dans lesquelles la dépenser, chaque micro vaudrait non plus 5 l'unité, mais plutôt 10, d'accord ? C'est juste ça l'inflation. Et donc, il y a des objets qui, quand on imprime de l'argent, valent plus, c'est ce qu'on appelle des actifs, c'est des objets recherchés par les gens, et il y a d'autres objets qui ne sont pas spécialement recherchés, et c'est des biens de consommation, typiquement, je dis une bêtise, tu achètes un t-shirt chez H&M, 10 euros, dans 20 ans, il vaudra pas 10 euros, il vaudra peut-être rien, 1 euro, même pas 50 centimes, quoi. D'accord, c'est des objets pas recherchés. Tout le but de l'investisseur, tout votre but à vous, en fait, quand vous construisez un patrimoine, c'est d'essayer d'accumuler des actifs, en fait, d'essayer d'apprendre à repérer ce que les gens vont avoir besoin et vont rechercher dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Et ces actifs, vous verrez, enfin, ça reste quand même, il y a des grands intemporels. Voilà. Mais de toute façon, on y reviendra justement. Et on y reviendra plus tard. On va creuser ça. Moi, il y a un truc qui me perturbe dans cette histoire d'inflation, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui bénéficie en premier de l'inflation, qui est bien arrangé par ça, en tout cas aujourd'hui. C'est le gars qui est plutôt de base l'emprunteur, et particulièrement le plus gros emprunteur aujourd'hui chez nous, c'est l'État. Et ça s'est transformé en une forme d'impôt déguisé. Alors, il y a un gros conflit d'intérêts. C'est vrai que ça peut partir en discussion géopolitique, mais on va la faire simple. Quand vous avez de l'inflation, vous êtes bien d'accord que, imaginons que vous soyez propriétaire d'actifs et que vous avez un stock de monnaie qui est toujours de 10 euros. 2 micros, 10 euros, 5 euros le micro. Demain, l'État imprime 10 nouveaux billets de 1 euro. On imprime des billets d'1 euro, on va dire qu'on a inventé des billets d'1 euro. Il y en a 20 en circulation. Bon, il y a toujours la même demande pour ces trucs-là. Ça vaut ça 10, ça vaut 10. En fait, là où c'est intéressant, c'est si pour acheter ce micro, tu n'avais pas payé cash, tu n'avais pas donné 5 euros. Tu avais emprunté, ou tu m'avais emprunté par exemple 5 euros. Ouais. Je t'avais prêté Clément 5 euros pour acheter ce billet, voilà. T'avais pas d'argent à la base et je t'ai emprunté parce que je me dis ce Clément il m'a l'air sympa, je pense qu'il travaillera et qu'il me remboursera, il a la capacité, c'est pour ça un prêt en général c'est on prête à quelqu'un qui a la capacité de rembourser. Clément devait me rembourser, je dis une bêtise, 5 euros avec un taux de, je dis une bêtise, 10%. Donc il devait me rembourser 50 centimes tous les ans et il me rembourse le principal, on va dire un prêt in fine au bout de 5 ans. Ce qu'on appelle un prêt boulette. Imaginons qu'aujourd'hui, l'État réimprime 10 euros. On est bien d'accord que la valeur des dollars en fait vaut 2 fois moins quasiment. Enfin, la valeur des euros vaut 2 fois moins. Les 5 euros qu'ils m'ont empruntés, aujourd'hui, c'est comme si en fait ils m'avaient emprunté 2,50 euros nouveaux. Ouais. Donc en fait sa dette à lui, grâce à l'inflation, elle vaut moins cher, c'est un discount si vous voulez, d'accord ? Il va toujours me devoir 50 centimes par an, il va toujours me rendre 5 euros à la fin, mais comme l'argent vaut moins, en fait plus il y en a, moins ça vaut, et donc en fait il va pouvoir me jeter 5 balles comme il l'a trouvé, c'est l'équivalent de 2,50 euros anciens. Par contre son micro lui, il est passé de 5 à 10. D'accord ? Et comment Clément pourrait faire s'il est intelligent pour me rembourser ma dette ? Il prend son micro à 10, il va avoir un troisième membre de la communauté, il va emprunter en mettant en gage son micro à 10, en disant salut, j'ai un micro que j'ai acheté 5, il vaut 10, j'ai une plus-value de 5, est-ce que tu peux me prêter est-ce que tu peux me prêter 5 sur la plus-value ? Oui, très bien, lui il lui prête 5, il prend les 5, il rembourse la dette, et puis comme ça, en fait, il a 5 de capital dans sa poche, et il a 5 de nouvelles dettes chez lui, en fait. Et il attend ensuite que... Et en fait, c'est comme ça que les gens accumulent du patrimoine, en fait. C'est, j'ai un patrimoine, il est payé, je réemprunte, enfin, tu vois, c'est un espèce de cycle perpétuel. Et ça, on peut faire une parenthèse là-dessus, parce qu'en plus, je sais que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement sur la question de l'enrichissement par la dette. Oui. Parce qu'en fait, c'est le mécanisme même du fonctionnement de nos sociétés modernes. Tout fonctionne par la dette. Le monde actuel. Pas avec. En fait se tirer une balle dans le pied parce que c'est le fonctionnement même. Le système financier mondial est construit sur la dette et je peux même t'expliquer rapidement
bon, sans faire de digression, on la fera peut-être à la fin de cette interview, comme tu disais, mais le monde financier aujourd'hui, l'infrastructure financière du monde dans lequel on vit est construite sur la dette. La dette, qu'est-ce que c'est au final? Quand on réfléchit de façon philosophique, la dette, ça n'est rien d'autre en fait que une promesse de remboursement futur. En fait, c'est j'hypothèque mon futur pour jouir au présent. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que j'ai un entrepreneur qui veut construire un bâtiment, la banque lui prête de l'argent parce qu'elle se dit, ce gars-là, je sens qu'il va me rembourser, il va créer un projet qui va créer de la valeur, et son centre commercial qu'il construit va générer un flux de revenus, et avec ce flux de revenus, il pourra me prêter. Elle va sûrement analyser le flux de revenus qu'il va générer, et elle se dit, sur la base de son flux de revenus, il va peut-être faire 1000 balles par an de bénéfices, je vais lui prêter 3 ans de bénéfices, 3000, d'accord? Donc la dette, quand on réfléchit bien de façon limite théologique, ça n'est rien d'autre que hypothéquer son futur au présent. Et donc c'est pour ça que la dette est un instrument très très dangereux à manier en fait. Si c'est mal utilisé, vous hypothéquez votre futur pour un présent, mais qui ne vous rapportera rien au futur. Ça tourne au sacrifice. Au sacrifice, donc c'est-à-dire j'emprunte par exemple de l'argent pour m'acheter, je dis une bêtise, une voiture de sport. Donc en fait cette voiture ne prendra pas de valeur, c'est pas un projet productif, mais j'hypothèque mes revenus futurs, mes années en fait, mes salaires futurs pour rembourser ce truc là aujourd'hui, donc je suis foutu. Ou alors j'hypothèque mes salaires futurs pour acheter quelque chose qui vaudra plus cher dans le temps. Ça peut être de l'immobilier comme on l'a vu, les micros, c'est des entrepôts par exemple. Ça peut être des actions. Bon, en général emprunter pour acheter des actions c'est un peu compliqué, mais ça peut être surtout une société. D'accord, je rachète une société ou j'investis dans ma société à moi. Je crée une structure sur laquelle j'ai le contrôle, que je peux faire grossir. Voilà, c'est comme ça en fait, il faut bien utiliser la dette, et toute l'infrastructure aujourd'hui financière mondiale est construite sur la dette. Tout l'argent que vous avez aujourd'hui en circulation, vous avez plus d'argent en circulation que de matières premières, que de ressources. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas, c'est pas la richesse créée in fine, elle n'est pas dépendante de nos ressources, elle est dépendante en fait, si vous voulez, de la capacité des êtres humains de cette planète à vendre leur futur. Quand on comprend ça, on comprend la dette, on comprend le système financier dans son intégralité, puis on peut commencer à jouer avec. D'ailleurs, c'est pour ça que ça me fait marrer. Il y a beaucoup d'articles souvent de différents journalistes en mode qui se foutent de la gueule de tel ou tel un milliardaire parce qu'il est endetté. Alors qu'en fait, c'était le concept, c'était l'objectif. Oui, c'est exactement le concept. C'est au contraire, si dans une économie de marché un peu comme nous on n'est pas endetté, oui, c'est compliqué de croître en fait. C'est le secret même c'est le secret même de la croissance. Après, la question, c'est si tu arrives à pouvoir rembourser. Et si tu peux pas, effectivement. Après, c'est tout le jeu. Une fois que vous êtes endetté, il faut grossir pour survivre. Après, voilà. Sinon, c'est marrant. Et grossir plus vite que le taux d'intérêt. Exactement. Quoi. Justement, tiens. Donc, alors, par rapport à ça, c'est aussi. Je reprends sur mon fil conducteur là, sur l'inflation. Aujourd'hui, donc, grosso modo, on est autour des 2%. Genre. Pourtant, les gens voient bien que dans la vie de tous les jours, il s'est pas ressenti 2%. Oui. C'est ressenti de manière beaucoup plus violente. C'est dû à quoi ça, ce gap? Parce que l'inflation, en fait, c'est là l'inflation qu'aujourd'hui on vous montre à 2%, c'est l'inflation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les prix continuent à monter aujourd'hui de 2%. Mais par rapport à avant, les prix sont déjà montés en fait. Ils sont déjà montés de 5-10%. Et en fait, aujourd'hui, juste c'est un ralentissement de l'accélération, mais c'est pas une décélération, d'accord? Donc en fait, souvent quand on dit l'inflation était à 5%, les prix sont à 100, ils passent à 105. Maintenant on dit l'inflation est à 2%, les gens pensent qu'ils sont passés de 105 à 102. Dans la tête, c'est un peu ça en fait. On se dit, ça fait 105, on n'est plus qu'à 2, en fait ça on a baissé. Non, c'est 2% de 105, donc ça fait... On est monté de 100 à 105, et là on monte à 107, voilà, c'est ça en fait. Donc, l'inflation, c'est pour ça que les gens la sentent, même si elle est basse maintenant, c'est que la hausse, on l'a mangée en fait. Et on l'a mangée entre 2020 et 2022. Puis en plus, les 2% en question sont plus violents que les 2% d'il y a c'est 2% sur toute la hausse en fait. Ah oui. D'accord. Quand vous prenez, imaginons qu'on part sur une base 100, d'accord. Aujourd'hui, le monde, en 2020, à l'époque, quand tout allait bien, on va dire, on était sur une base 100. Vous prenez 2% d'inflation, ça coûte 102. Mais si vous avez déjà pris 10% d'inflation, on est à 110. 2% de 110, ça fait combien? Ça va faire 112, 113, quelque chose comme ça. C'est quand même beaucoup plus gros. D'accord. Donc c'est pour ça que les gens le sentent beaucoup plus. J'avais vu aussi, il y a une vraie problématique, c'est sur la façon dont on le calcule. L'indice de l'inflation. Alors, je veux dire, en tant qu'investisseur, c'est une logique. En tant que monsieur et madame tout le monde, c'est un petit peu vécu différemment.
En fait, l'indice de l'inflation en France a été truqué plusieurs fois. Vous avez le prix des balles de tennis, par exemple, dans l'indice de l'inflation, mais vous vous rendez bien compte aujourd'hui que quand vous vivez, tous les mois, vous achetez pas des balles de tennis. Pourtant, il y en a dans le mode de calcul de l'inflation. L'idée principale à comprendre, c'est que aujourd'hui, dans le système de calcul de l'inflation en France, on a mis des choses, mais on a mis des choses pour arranger les chiffres, d'accord ? On a mis des choses qui permettent de baisser les chiffres officiels quand on a besoin de les baisser ou de les faire monter si on a besoin de les monter. Et c'est un jeu permanent de la part de nos gouvernements. En fait, ce chiffre, c'est un chiffre qui va influencer les politiques monétaires. La politique monétaire, c'est les taux, c'est la dette, c'est la survie de la France, parce que nous vivons grâce à la dette. Nous pouvons payer tout ce que nous avons en France parce que nous nous endettons sur les marchés financiers, encore une fois, comme je vous le disais en début d'émission, en hypothéquant notre futur. En fait, la France vend le discours sur les marchés financiers qu'elle est capable de lever de l'argent via l'impôt, et ça c'est vrai pour le coup, pour faire les poches des gens, ils sont très forts. Une grande qualité. Et cette grande qualité franco-française lui permet de vivre à crédit de façon illimitée au-dessus de ses moyens, parce qu'en fait le marché en fait salue la capacité de la France à récupérer de l'argent, d'accord, mais du coup, si l'inflation est trop forte et que les chiffres sont trop mauvais, eh ben, les taux auxquels la France emprunterait seraient forcément plus élevés. Si les taux sont plus élevés, ça arrange pas le pays. Donc le pays, là on parle de la France, mais c'est un peu partout dans tous les pays, les pays vont toujours jouer dans le sens de leurs intérêts. Ils y arrangeront toujours un petit peu les chiffres. Donc c'est à vous aussi de retravailler un peu les chiffres, de pas croire aveuglément. Typiquement, entre 2020 et 2022, on nous annonçait des chiffres d'inflation qui étaient bien en deçà de l'inflation réelle à l'époque. Plus autour des 10%. On nous donnait des chiffres à 4%, 5%, mais oui, on était plutôt aux alentours des 7-10. Justement, Charles Gave avait fait un indice gilet jaune, il l'avait appelé comme ça, parce qu'en regardant... en prenant exactement ce que les gens... le poste de dépenses réelles des gens. Exactement, et c'est comme ça qu'on devrait faire. Donc, il faut bien comprendre que l'indice d'inflation actuel, c'est un indicateur politique, donc c'est forcément un indicateur qui va être contrôlé, ou en tout cas qui va être utilisé dans une fin qui est très logique, qui est la survie de l'État. Mais voilà, vous devez raisonner, comme tu le disais, par exemple Charles Gave a fait l'indice des gilets jaunes, il faut raisonner de cette façon-là, c'est-à-dire raisonner de façon pragmatique. Il faut faire son propre indice par rapport à son réel propre niveau de vie, en fait. C'est mieux. Exactement. C'est-à-dire, moi je crois que j'avais vu dans l'indice qu'il y a actuellement, ça doit être à peu près un tiers des dépenses qui sont considérées être pour l'énergie, le logement et la consommation, la nourriture, truc comme ça, ou peut-être la moitié. C'est même plus, parce qu'en général, un tiers, c'est déjà rien. Non, mais je veux dire, officiellement, c'est ça. Ah oui, d'accord. Alors que dans la pratique, on est plutôt sur l'opposé. Oui. Dans la pratique, les gens, s'il leur reste 10% à la fin, c'est bien. Dans la pratique, les gens le voient très bien. Un tiers dans le logement, si ce n'est des fois un peu plus. Même la moitié. L'énergie, aujourd'hui, ça a explosé. Vous avez la TVA, d'ailleurs, sur l'énergie qui va repasser à 20, si je dis pas de bêtises. Oui, exactement. On était à 5 de 5 à 20 et on passe pour s'aligner sur le niveau européen. Voilà, pour le règlement européen, la stupidité ultime, et donc vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui les gens n'ont plus de revenus disponibles. De toute façon, il y a eu un avant, un après 2020, on l'a tous vu, il n'y a pas besoin de je pense qu'il n'y a pas besoin de faire de schéma. Parce que 2020, dans le fond, c'était pas la claque de réalité, la fin du rêve, entre guillemets. C'est-à-dire, 2020, ça a été la transformation ultime, c'est-à-dire qu'on avait le monde avant 2020 qui était déjà en train de partir sur cette pente, la France était déjà surendettée, mais 2020, ça a accéléré forcément, on a rajouté quasiment 1000 milliards de dettes sur tout l'épisode entre 2020 et 2024. Donc forcément, tu passes de 2000 à 3000 milliards, voire même un peu plus maintenant. C'est miraculeux qu'on arrive jusque-là, parce qu'on aurait pu même dû sauter 10 ans plus tôt, quoi. Ouais, mais bon, c'est ça, on a réussi à survivre, la bête a réussi à survivre un petit peu. Je me rappelle de François Fillon à l'époque qui, quand le pays était endetté à 60%, disait je suis à la tête d'un État en faillite, à 60% de dette sur PIB. Aujourd'hui, on est supérieur à 100%. On l'a doublé. Voilà, donc si vous voulez, c'est drôle, hein. C'est-à-dire que déjà à 60% de dette sur PIB, il nous disait que le pays était en train de mourir. Aujourd'hui, on est à des niveaux stratosphériques. Pourquoi on a réussi à tenir si longtemps ? C'est toujours pareil, je pense qu'on a réussi à se réendetter toujours, les taux étaient bas aussi pendant très longtemps. C'est vrai. On a même eu les taux négatifs. N'oublie pas, entre 2010 et 2020, allez, ils ont monté les taux en 2022, 2010, 2022, 12 ans de taux extrêmement bas, voire négatifs. Donc on payait les gens pour emprunter de l'argent, c'est quand même fou, tu vois. Ça veut dire que le futur était plus certain que le présent. Le futur était plus certain que le présent. Donc, après, bon, en général, non, ça veut dire que le présent est plus certain que le futur. Non, justement, si ton taux d'intérêt est négatif, ça veut dire que t'es plus sûr d'être remboursé dans le futur que maintenant, quoi. Si ton taux d'intérêt est élevé dans le futur, ça veut dire que tu crois plus au présent qu'au futur.
Oui, s'il Donc est, plus le s'il est taux négatif, du coup tu inverses la logique. Donc plus le taux est bas, plus tu penses que c'est vrai. Il a fallu le. Ouais. Mais oui, non. Et du coup, moi, quand j'avais regardé ça, effectivement, j'avais mieux compris les différences de prix, etc. Et moi, ça avait particulièrement marqué quand j'avais été, parce que moi, du coup, j'habite en Italie. Et alors, pendant le moment, je sais pas comment ils se démerdent les Italiens là-dessus. Pendant que toute l'Europe commençait à avoir des niveaux d'inflation délirants, l'Italie affichait de la désinflation. Ils avaient affiché un moins 0,2. Okay. Et c'est marrant parce que du coup, en fait, les prix de l'alimentaire ont très peu bougé en Italie. D'accord. Quand je fais mes courses, j'ai l'impression, moi je pense à deux, dans le centre de Rome, on fait des courses, peut-être avec 150 €, on remplit le frigo pour 10 jours, presque 2 semaines, avec de la viande. Je fais ça en France, je pense que... Alors, je pense que c'est peut-être dû aussi à deux choses, c'est que les Italiens, si je dis pas de bêtises, après c'est à toi de me confirmer, parce que bon, moi j'y vais mais que en week-end, j'habite à Nice. Ils produisent beaucoup de choses en interne, ils importent moins que nous en fait. Et comme nous on importe beaucoup de l'étranger, il y a beaucoup de choses qu'on a importées de l'étranger. En fait, quand en 2020 il y a eu le blocage en fait des flux logistiques un peu partout dans le monde, nous on s'est pris en fait des hausses de coûts parce qu'on importait, mais eux comme ils produisent beaucoup locaux, dans leur pays, ils ont un circuit court ils mangent des tomates, en général c'est produit à côté, la viande pareil. Donc au final peut-être qu'ils ont été plus résilients parce qu'en fait ils ont beaucoup plus, en fait ils ont une chaîne logistique qui est différente de la nôtre, je pense. Ouais, c'est possible. C'est possible, ça joue. Et nous comme on a tout un peu, on a mondialisé notre consommation jusque dans le caddie, on a forcément un peu plus en s'endettant. On a forcément un peu plus souffert, je pense. Le calcul était quand même pas mal. J'ai fait juste avant, j'avais fait une interview avec Pierre Jovanovic. Okay. Et il m'avait fait un calcul tout bête. Il avait pris le timbre-poste. Oui, le prix. Et quand tu alignes le prix du timbre-poste de 2000 à aujourd'hui, si tu remets le niveau d'inflation qu'il y a eu sur le timbre-poste, si tu l'appliques au SMIC, le SMIC devrait être à 5 000 €. Oui. Et quand tu y réfléchis, quand tu regardes le niveau de vie de quelqu'un qui était au SMIC d'il y a 20 ans, aujourd'hui, ça a rien à voir. Justement, il faut avoir 5 000 € parce que souvent les gens vont se dire avec 5 000 € tu vis très bien, etc. Mais parce qu'ils prolongent leurs conditions où ils sont obligés de vivre très loin du centre-ville, etc. avec 5 000 €. Et quand tu as 5 000 €, tu te rapproches du centre-ville, tu as des dépenses qui changent, etc. aussi. Et donc mécaniquement, en fait, tous tes prix explosent aussi à côté. Et donc, c'est juste, t'as une voiture moyen haut de gamme, t'as un appartement proche du centre-ville, et rien que là, déjà, t'es 5 000. Il y a une bonne partie qui est partie. Ouais, c'est sûr. C'est pas le même argent qu'à l'époque. Ouais, non, c'est clair. Faut pas raisonner avec l'euro de 2010. Là-dessus, on a le... systématique, en France on adore ça, c'est la faute des plus riches. En l'occurrence c'est à cause alors on avait eu tout le discours, c'est de la faute des entreprises, etc. On a vu c'est la faute des super profits. Tu en penses quoi toi? La France va apprendre une leçon assez douloureuse, je pense, dans les années à venir, parce que comme elle a chassé en fait toutes les forces vives, les super profits, les grosses entreprises, etc., elle va se retrouver comme dans certains pays d'Amérique du Sud où en fait il n'y a plus rien. Donc pour y être allé, et puis toi tu vas sûrement y aller aussi, tu vas découvrir. Quand il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de boulot. Quand il n'y a pas de boulot, c'est la misère pour tout le monde. Tout le monde vit dans des conditions absolument pitoyable, il n'y a plus d'infrastructures, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de services publics, il n'y a plus rien. La France, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a voulu chercher des coupables, on a voulu taxer les super profits, on a voulu augmenter les impôts, on a voulu faire... Ça veut rien dire super profit en plus. On a voulu faire tout un tas de choses. Tu as beaucoup de multinationales aujourd'hui qui ont délocalisé, qui sont partis pour 3 raisons. 1, les coûts de l'énergie sont trop chers en France. 2, le climat en fait fiscal en France n'est pas forcément attractif. Et 3, le droit du travail, etc. trop compliqué. Dans d'autres pays, c'est beaucoup plus simple. Donc c'est-à-dire que tu as des employés qui sont certes qualifiés performants, mais qui aujourd'hui coûtent trop cher, sont trop compliqués à gérer. Et l'État est instable. Donc en fait, les grosses entreprises ont les moyens de partir, elles partent. Et donc qu'est-ce qui se passe ? La France aujourd'hui va vivre en fait ce que les pays d'Amérique du Sud qui ont été les moins bien gérés devraient vivre, et je pense que ça va arriver sous les 10 prochaines années en fait, tu vois, là on est en 2025, je pense que pour 2035, peut-être même 2040, allez, entre 2030 et 2040 on va avoir ce genre de scénario
où on aura un pays réellement fait. Il n'y a plus d'industrie déjà en France. J'ai une tendance plus accélérationniste que toi, tu vois. Oui, bah, tout le monde, les gens pensent que ça arrive dans les 2-3 ans. Peut-être, franchement, vous savez. Pas 2-3 ans, mais ouais, moi, 5 ans. J'ai pas de boule de cristal, je pourrais jamais prédire l'avenir. Enfin, on peut pas prévoir un timing comme ça. Par contre, le constat que j'ai, c'est que les jeunes qualifiés quittent le pays. Ouais. Ils quittent le pays en masse pour 2 destinations, sur 100 expatriés, hein, en termes de pourcentage, il y en a plus de 20% qui vont au Canada, 8%, entre 8 et 10% qui vont aux États-Unis, puis le reste ensuite vont se dispatcher un peu partout dans le monde. Donc les Français qualifiés qui ont fait des belles études vont s'exporter à l'étranger, les entrepreneurs s'exportent à l'étranger, les chefs d'entreprise s'exportent à l'étranger, même les retraités maintenant aujourd'hui qui ont de l'argent et qui n'en peuvent plus de ce climat, n'hésitent pas en fait à partir au Portugal ou dans d'autres pays où en fait ils ont des visas qui leur permettent de vivre confortablement de leur retraite, ils sont pas taxés sur une partie de leurs revenus. Et donc la France va vouloir taxer les super profits, mais quel super profit restera-t-il à taxer ? Ça, c'est la réelle question qu'il faut se poser. Je pense qu'il ne restera pas grand-chose. Puis ça, c'est un truc aussi que dont peu de Français ont conscience, c'est que les Français à l'étranger ont un comportement en tant qu'expatriés où ils ont plus aucune attache avec leur État, la France. C'est-à-dire, par exemple, tu vois, les pays que je connais bien là-dessus, donc l'Italie, typiquement, c'est assez facile pour eux de savoir où est-ce qu'ils ont les Italiens, mais ils en ont même beaucoup trop pour le coup à l'étranger, etc. J'ai pas compris, qu'est-ce qu'ils ont ? C'est-à-dire de savoir le nombre d'Italiens, descendants d'Italiens, etc. qu'il y a partout. C'est une diaspora colossale, mais en tout cas ils savent. Oui. La France ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait la France, quand tu regardes qui est inscrit au consulat, on est à 1,5 million. Ouais. Récemment, la Chambre du commerce et de l'industrie. Oui, mais il n'y a pas tout le monde qui est inscrit en plus au consulat. Justement, la Chambre du commerce et de l'industrie a plutôt dit nous on pensait que c'était plutôt un peu plus de 3 millions. Et ça intègre pas du coup. On n'a pas de données précises. Voilà. En fait. Et donc en fait, moi je connais des gens qui sont un petit peu dans ces milieux-là, qui m'ont carrément sorti. Ça m'étonnerait pas qu'on atteigne 5-6 millions. Et c'est marrant parce qu'effectivement, quand tu vas à l'étranger, les Français. Il n'y a pas une diaspora comme des Libanais, tu vois. Non, en fait, on se déteste. Non, mais c'est vrai. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont à l'étranger. Puis ils me disent, quand ils entendent parler français, ils font exprès de parler anglais ou autre. C'est vrai que c'est assez drôle parce que c'est vrai que dans tous les autres pays, par exemple, quand je suis parti en Amérique du Sud, t'avais les Allemands qui étaient entre eux, t'avais les Néerlandais, t'avais les Argentins. Et les Français, nous, aux limites, tous les groupes de Français étaient là. En fait, on était 3 d'un côté, 3 de l'autre. Enfin, il n'y avait pas de sentiment d'appartenance, de solidarité, comme dans les autres pays. Tu voyais, les Allemands, ils étaient 10 ensemble, machin. Ouais. Mais nous, on était tous des clans, c'est vrai. Et puis on se dit, et je vais dire ce que disent tous les Français à l'étranger quand ils croisent d'autres Français. Oh, ils nous cassent les couilles, ceux-là, ils nous font chier, machin. Et en fait, rien qu'en étant comme ça, je faisais peut-être partie du problème avec les amis. C'est-à-dire que on se comporte vraiment comme des tribus en fait tu vois, et c'est vrai qu'on n'est pas une tribu unifiée, on est des petits clans, je sais pas pourquoi. Il faudrait réussir à creuser, il y a un vrai sentiment de non-appartenance, je pense, je sais pas. C'est assez spécial. On n'a pas réussi à créer de cohésion, je pense, en France. Peut-être que ça va se créer petit à petit. Peut-être que ça va se créer. Mais je pense qu'il va falloir du temps. Mais oui, ça peut se créer. Après, voilà. En fait, bon, les désastres français, grosso modo. Donc l'énergie, on n'a pas fait une énergie. On peut faire peut-être une parenthèse dessus, mais c'est la merde aussi. L'énergie, c'est un très beau. Enfin, on a réussi à faire quelque chose de beau. C'est le nucléaire. On n'a pas su transformer l'essai. En fait, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'on a nous-mêmes saboté ce qui a plutôt bien marché, ce qui a fait notre fierté. Et la Chine a récupéré d'ailleurs aujourd'hui le leadership en fait sur le nucléaire. Ils ont construit massivement en fait des centrales nucléaires en Chine. Ils sont royaux. Donc l'énergie, c'est quelque chose qui aurait pu marcher, qui a marché, qui ne marche plus. Et puis l'économie, c'est de l'énergie transformée. Et donc on est dans un schéma où plus l'énergie va être chère, moins l'économie va être performante. Exactement, vu que l'énergie va être chère. En plus, je sais pas si tu as vu, récemment, l'Union Européenne, la Commission Européenne a signé un deal avec les États-Unis, donc à l'heure où on fait cette vidéo, bien sûr, ça aura peut-être changé quand vous l'aurez vu, mais où on a des droits de douane de 15% en échange d'achats massifs d'hydrocarbures américains qui, je vous le rappelle, est plus cher que l'hydrocarbure russe, qui nous coûtait que dalle, hein. Voilà, ça nous coûtait gaz pétrole russe pas cher. On pouvait tranquillement l'utiliser pour faire nos affaires ici en Europe. On va devoir acheter des trucs plus chers aux États-Unis qui viennent en plus de l'autre bout du monde. Donc, c'est-à-dire qu'on a des pipelines qui sont déjà prêts à être. Voilà, il suffit de l'ouvrir, on a tout à disposition. Ouais. Et on va importer le truc, le liquéfier, le déliquéfier, machin. C'est que la France, en fait, elle avait 2 jambes. Elle avait donc du coup le nucléaire qui était central, mais aussi quand il s'agissait d'avoir le gaz, pétrole, etc. On avait
on avait le Maghreb. Et donc on avait aussi un avantage avec l'Algérie, etc. Tu parles de l'hydrogène parce que tu sais que la France, oui, on a fait une découverte d'hydrogène massif, enfin une des plus grosses. Si les États-Unis découvrent un problème en France d'ici quelques années qui mérite de nous envahir. Alors est-ce que les États-Unis ont envie d'apporter la démocratie en France? Je sais pas. On n'en a pas en tout cas, donc si jamais. Vu qu'il y a de l'hydrogène en France, il se peut que on découvre la démocratie d'ici ça. Mais, du coup, ce que je disais, c'est qu'on avait bon, même si les relations avec l'Algérie n'ont jamais été parfaites, il y avait aussi l'Algérie. Oui, c'est vrai. C'est les Italiens qui nous ont coupé l'herbe sous le pied, qui sont en train de faire. Ils récupèrent les deals avec l'Algérie. C'est marrant. Et puis du coup, ils vont nous revendre le gaz plus cher. C'est possible. Mais en tout cas, ils sont en train de devenir la porte d'entrée du gaz venant d'Algérie, etc. pour l'Europe. Ça serait tellement drôle. C'est-à-dire qu'on a été nuls jusqu'au bout. Même là-dessus, on s'est fait baiser. Il n'y a rien qui a été réussi. Donc du coup, voilà. C'est un très beau coup pour les Italiens, par exactement. contre. Ils font comme Turkstream, enfin ils font comme les Turcs et comme les Indiens et les Chinois. Ils chopent les matières, ils revendent avec une marge. C'est l'histoire de l'Italie. Quand tout va mal, ils s'en sortent bien, et quand tout va bien, c'est une catastrophe. Ouais, je sais pas pourquoi d'ailleurs. C'est vrai qu'ils sont quand même assez spectaculaires. C'est-à-dire que et puis même l'Espagne, je sais pas si t'as vu, l'Espagne s'en sort plutôt bien en ce moment. Oui. Non mais c'est plus tu vas au sud, plus c'est comme ça. C'est très résilient quand les choses vont mal, et quand les choses sont censées être performantes, c'est un désastre parce que personne suit le process. Mais écoute, tant mieux. Bon, c'est un modèle différent, tu vois. C'est un modèle antifragile. En période de difficulté, il faut être en Italie ou dans ces pays-là, et quand ça va bien dans les autres pays, c'est un modèle c'est un pays antifragile. Exactement. Donc du coup, on va avoir. Donc en gros, grosso modo, ce que je voulais faire comprendre aux gens, c'est que dans tous les cas, la hausse du prix, et en fait même pas la hausse des prix, la baisse de votre pouvoir d'achat ne va faire que s'amplifier. Il n'y a rien qui est fait pour que ça s'améliore dans les prochaines années, donc que ça soit que sur le sujet de l'énergie, que ça soit sur le sujet de la monnaie, que ça soit d'ailleurs, même si on a eu un petit sauvetage récemment avec l'euro qui est monté assez miraculeusement, mais ça devrait pas. Oui, il est déjà en train de rebaisser. Déjà en train de rebaisser. La guerre n'a pas l'air de s'améliorer pour nous non plus, donc bref, c'est mal parti. Et donc ce que je voulais en fait faire comprendre aux gens, c'est que dans tous les cas, ça va continuer. Et donc, il va falloir réfléchir à quelle stratégie mettre en place pour les prochaines années, pour essayer de passer ça sans se retrouver complètement plumé à la fin, comme l'ont été les Argentins, par exemple, parce que l'avenir de la France, la partie comme c'est parti, c'est celui de l'Argentine. Les Argentins, t'avais plus de 50% de la population qui était passée sous le seuil de pauvreté, quand même. T'as même un meilleur exemple, t'as le Venezuela, hein. C'est encore pire. Je pense que ça pourrait partir à l'hyperinflation à ce point-là. Faut jamais dire non en plus, hein, parce que c'est les trucs où ça finit par arriver. Tout est possible, hein, à partir du moment où tu commences à la probabilité est plus faible, mais elle existe quand même, quoi. Tout existe, en final, hein, tout est possible, hein, on peut jamais exclure un scénario, surtout pas dans les conditions dans lesquelles nous on évolue. Il faut en tout cas se préparer. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va essayer de repasser un petit peu les différentes options, parce que alors on peut pas dire il faut faire un portefeuille comme ça, parce qu'un portefeuille correspond aussi à un individu, une situation. Ce qui correspondra à quelqu'un de 30 ans ne correspondra pas à quelqu'un qui en a 60. On peut donner quelques grandes lignes, mais par contre on peut essayer de peut-être voir déjà les trucs absolus qu'il faut éviter. À éviter, ok. Voilà, il y a déjà des trucs qu'il faut absolument éviter, puis il y a des trucs où on peut se dire ok, ça peut être intéressant, et après les gens réfléchiront à comment ils peuvent s'organiser avec ça. Ouais, alors les trucs à absolument éviter, c'est juste avoir du cash en fait, hein. Rien qu'avoir du cash qui travaille pas, ça c'est le plus dangereux, parce que l'argent fond, hein, c'est-à-dire que vous avez 50 000 euros aujourd'hui de côté. Dans 10 ans, 50 000 euros, ça vaudra peut-être en pouvoir d'achat réel 40 000, d'accord, 40 ou 30, enfin vous aurez perdu ce que vous aurez à perdre en fait, hein. Le rythme de fonte de votre argent dépendra de la chaleur de la banque centrale. Donc on verra si elle est accommodante ou pas. En général, elle l'est pas. N'oubliez pas que le monde fonctionne en fait à crédit, hein. Le monde fonctionne sur la dette, donc qui dit dette dit je crée de la monnaie pour financer des projets aujourd'hui qui doivent rapporter à la communauté demain. Et donc en fait je taxe le rentier, en fait je taxe le propriétaire de capital aujourd'hui qui n'investit pas son argent dans des choses productives pour le donner à l'entrepreneur qui va potentiellement créer un nouveau projet, SpaceX, aller sur Mars, découvrir une nouvelle planète, de nouvelles matières premières, de nouvelles ressources, on va dire, qu'on pourra transformer et avec lesquelles on pourra peut-être, je sais pas, créer des choses incroyables. Voilà, le mec qui est juste son cash comme ça et qui dort dessus, on va créer de la monnaie, on va taxer en fait son argent à lui pour le donner à l'autre. C'est comme ça que le monde fonctionne. Si vous avez compris ce simple schéma que je viens de faire, en fait, il n'y a pas besoin
de comprendre autre chose en fait, c'est juste ça. Le monde fonctionne avec le fait de créer de la valeur pour le donner à des gens qui sont censés en créer encore plus, d'accord ? Dans ces gens qui sont censés en créer encore plus, certains se plantent, vont planter voilà, ils vont jamais rembourser la dette. Là des fois c'est là où ça devient problématique, et une bonne partie en général arrive quand même à rembourser. Donc ça va, c'est un jeu en fait de chaise musicale. Faut toujours en fait que ça tourne, et s'il y en a un qui rembourse pas, à un moment donné, ça peut avoir un effet domino sur tout le monde. Et livret A, placement préféré des Français, t'en penses quoi ? C'est ce que je viens de dire là, hein. C'est que si vous avez de l'argent qui est improductif, il vous sera taxé indirectement via l'inflation pour le donner à quelqu'un qui lui développe un projet en fait. Aujourd'hui, un rendement, quand on vous parle d'un rendement à 1, alors là en plus on est passé à 1,7 pour le mois d'août. Vous pouvez être certain que vous êtes en train de vous faire fonctionner, quoi. Oui, mais bien sûr, mais bon, ça a toujours été le cas, c'est-à-dire que les gens le découvrent aujourd'hui, mais ça existe depuis tout le temps, hein. Donc au moins tu vois, ça sert de leçon pour le peuple complet à grande échelle. Parce que avant, disons que c'était un peu plus indolore, enfin avant, vu que le niveau de vie montait, etc. Entre 2010 et 2020, il n'y a pas eu d'inflation, quasiment pas. Donc en fait, on l'a pas senti, on pouvait avoir du cash de côté, on faisait 0,1 d'inflation, enfin c'était ridicule. Donc on le sentait pas, il n'y avait pas d'inflation. Donc on a eu une période très très calme après la crise financière, où on n'avait vraiment pas d'inflation, et puis là on est revenu dans un monde normal, parce que c'est ça le cycle normal, hein. Normalement on est censé avoir 2-3% d'inflation, c'est logique tous les ans, d'accord ? C'est ça qui fait que les gens se bougent le cul. S'il n'y a pas d'inflation, il n'y a plus de raison de se bouger le cul, parce qu'en fait, c'est-à-dire leur rentier se pose sur son cash, exactement, il n'y a pas besoin. Donc là tout le monde au boulot, quoi. Et je connais la réponse, mais il faut que je la pose. Les obligations d'État. Ouais. On fait quoi ? Les obligations d'État, ça consiste, pour les gens qui nous regardent, à prêter de l'argent à l'État. Donc en fait, c'est l'État qui est censé vous convaincre qu'il va vous rembourser dans le futur, et vous devez évaluer, vous, en fait, c'est comme si vous étiez le banquier. Est-ce que cette personne est saine ou pas ? Est-ce que je pense qu'elle va me rembourser ou pas ? Est-ce qu'elle a des garanties solides ? Enfin bref, vous faites tout le travail d'analyse. C'est très personnel, en fait, il y a les gens qui sont dans le système qui vont prêter parce qu'ils vont se dire que c'est l'obligation, enfin c'est le placement sans risque. Les gens qui sont un peu plus avisés, maintenant savent quels États sont OK, quels États ne le sont pas. Si vous devez prêter à la France, je veux dire, si vous habitez en France, vous voyez bien qu'il y a un souci, quoi. On va droit dans le mur, donc à un moment donné, il se peut qu'on fasse défaut sur notre dette. Exemple concret, on cherche aujourd'hui à boucler le budget de l'État, on cherche 40 milliards, on est en train de se battre pour savoir quel impôt on va mettre, quel retraité on va ponctionner. Trouver la solution, il suffit de retirer 2 jours fériés. Oui, voilà, ou quel jour férié on va retirer. Et puis j'ai même un concept qui est très bien pour gagner de l'argent, hein. On va mettre tout le monde à travailler gratuitement, tu vois, en mode esclavage. Puis là, comme ça, c'est parfait, il n'y a plus de dette, il n'y a plus rien. Ça devient ridicule. Donc c'est à vous maintenant de dire, est-ce que je vais prêter de l'argent à cet État, parce que je trouve qu'il est intelligent et qu'il va... ou pas, en fait. Et puis vous avez le choix, hein. Sur des obligations d'État, vous avez le choix sur plusieurs pays, donc en fait vous choisissez. Voilà. Les obligations d'État français pour le moment imaginons, si tu dois prêter de l'argent, est-ce que tu le prêterais plutôt aux États-Unis qui mettent des droits de douane et qui tordent la main à tout le monde, ou à l'État français qui avec son Michel Barnier charismatique et très populaire, essaye de supprimer des jours fériés tant bien que mal pour récupérer 4... Combien ? Je veux dire Bérou. Barnier. Ah oui, non, Barnier, oui, excuse-moi, ça change tous les 4 matins, c'est vrai. C'est vrai que ce trimestre, c'est Bayrou, j'avais oublié. Ça sera Rachida Dati le trimestre dans quelques mois et puis on parlera d'un autre ministre. Non, mais ça change tout le temps. Donc voilà. Donc alors après, il y avait aussi un autre truc là-dessus. C'est que moi, j'avais à mes tout débuts, je m'étais fait la remarque à un moment donné en me disant, ah tiens, c'est cool, si on doit s'attendre à ce qu'il y ait une forte inflation, des trucs comme ça, c'est le moment de s'endetter. Oui. Après, il y a quand même un paramètre à prendre en considération, c'est que, comme tu disais, il faut avoir cette capacité de rembourser cette dette. C'est pas parce que la dette en elle-même, en absolu, sera plus facile à rembourser que tu auras la capacité individuelle de plus la rembourser. C'est-à-dire, si tu es aujourd'hui en mode fonctionnaire d'État et que tu as l'intention de le rester, rien ne dit que ton pouvoir d'achat va augmenter. Donc en fait, la dette te pèsera toujours autant. Il faut acheter quelque chose qui génère des revenus. Et en fait, c'est ça que tu vas nantir, entre guillemets, hein, quand tu vas t'endetter. C'est la capacité de l'actif que tu acquiers à générer des revenus. Et il est censé rembourser ta dette qui coûtera moins cher dans le futur. Et du coup, on est dans un schéma où... faire un achat réfléchi, quoi. Voilà, mais faire de l'immobilier pour essayer de chercher un rendement dessus, etc., c'est une chose. Acheter sa résidence principale en pensant qu'on fait forcément une bonne affaire, c'est un peu plus compliqué que ça, alors.
Bah, si c'est une résidence principale, il faut à ce moment-là que vos revenus augmentent plus vite que l'inflation, et dans le futur, si vous vous endettez sur 25 ans ou 20 ans, il faut que sur 20-25 ans, vous soyez sûr que année après année, vous allez gagner plus en fait. Donc il faut bien réfléchir son truc. Ouais, parce qu'avec l'argent disponible que vous aurez, si le salaire bouge pas, l'emprunt va être toujours plus difficile à rembourser. Oui, bien sûr. Donc ça, c'est à bien calculer. C'est pour ça, moi par exemple, j'ai été dans. Alors maintenant, en plus, on verra dans les années à venir, mais il y a de très fortes chances que je parte d'Europe, donc ça sera un autre schéma. Mais je m'étais fait cette remarque-là en me faisant mes calculs de mon côté, en me disant ça vaut pas du tout le coup que j'achète. C'est beaucoup plus intéressant justement d'être en location et moi après jouer le jeu en investissant, etc. Alors tu peux investir certains, c'est de l'immobilier, d'autres, ça va être en bourse. Mais tu vois, par exemple, j'avais fait le calcul. En réalité, quand tu mettais par exemple en Italie, moi à Rome, toute la différence entre le coût réel que tu avais une fois que tu achetais en mensualisé, donc quand tu ajoutes les honoraires du notaire, tous ces trucs-là, etc., et le loyer, cette différence-là, si je l'investissais à la place, avec un rendement, j'ai fait un calcul assez bas, genre j'ai mis 5%, un truc comme ça. Après 30 ans, j'avais un capital vachement plus élevé que si j'avais eu Même en remboursant le capital, c'est pas bizarre ton truc. Si je le prenais en résidence principale pour même sans revente. Donc en gros, l'idée, c'était que moi, en Italie, grosso modo, le prix de l'immobilier monte tout doucement. C'est vraiment. Après, le marché italien de l'immobilier, il est pas très bien. Et donc moi, en fait, la différence que j'avais fait là-dessus, ça me revenait presque à 600 € de différence. J'avais en mensuel. Il faut regarder, parce que le marché français et italien sont différents. Je connais un peu les deux. L'Italie, c'est pas le même marché que la France. C'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins adapté aux stratégies que nous on fait en fait. La France, c'est un marché qui historiquement a quand même bien marché parce que tout le monde achète. Et tout le monde a acheté, et très probablement tout le monde achètera, parce que ça reste quand même le placement préféré des gens. L'Italie, c'est une autre culture, leur marché immobilier, il est quand même mort. C'est un encéphalogramme, il est comme ça. Ça dépend, parce qu'il y a des endroits, il fait des zigzags très bizarres. Mais tu vas te retrouver en Sicile, t'as des moments où tu te retrouves avec du 1000 € le mètre carré, tu reviens 5 ans plus tard, c'est à 5000. Puis tu reviens 5 ans plus tard, c'est retourné à 1000. Oui, c'est ça. Donc c'est pas un marché où on peut se projeter sur le long terme en fait. C'est pas un marché patrimonial, tu vois. La France, c'est intéressant là-dessus. Non, mais en fait, la France, pour ceux qui font de l'immobilier, ça reste quand même un vrai. Et puis c'est un paradis bancaire. Ça reste aujourd'hui un paradis bancaire. Il n'y a pas d'autres pays où on prête autant avec si peu d'apport. Sur l'effet de levier, c'est un truc d'enrichissement. Donc c'est pour ça que moi je pense que. Moi, c'est ce que je fais avant de partir, c'est de s'endetter un maximum, essayer de lever un maximum de dettes et puis partir le plus endetté possible, c'est tout. D'accord. C'est le mieux. C'est faire des stocks de cash pour le futur, en fait, la dette. Si, encore une fois, si on achète des choses intéressantes. Si tu t'endettes pour acheter une Maserati, oui, bien sûr que c'est stupide. Mais si tu t'achètes 2, 3, 4, 5 appartements, t'as levé 1 million, 1,5 million, 2 millions, bon, avec le capital remboursé, peut-être une petite plus-value, machin, ça vaudra peut-être aller 2,5 millions dans 20 ans. Mais voilà, c'est fait, tu vois. Et puis t'auras eu des réparations, ok, allez, net, ça va te coûter, t'auras peut-être 2,4 millions dans ta poche, ou voilà. C'est du cash qui... Voilà, t'as pas peur sur le droit de propriété en France? Mais qu'est-ce que tu t'en fous au final? Même s'ils te volent le droit de propriété, t'auras mis les frais de notaire, t'auras perdu quoi? Tu vois ce que je veux dire? T'as mis même pas de 10%. Tu vois, sur 1,5 million de dette, t'as mis 150 possible toi individuellement. Non, mais sur 1,5 million de dette, t'as mis 150 000 € sur la table. Tu peux pas réussir à en regagner 150 000 €, tu vois. Enfin, si t'avais 150 000 € à mettre sur de l'immobilier, c'est que tu gagnes bien ta vie. Donc, c'est un risque que t'as pris, tu vois. Ouais. C'est bon. Le jeu en valait la chandelle. Tu vois ce que je veux dire? Si tu fais tes calculs, c'est pas plus... T'as rien de mieux d'accessible pour des particuliers. Après t'as des choses qui sont mieux. Rachat d'entreprise, faire un LBO, c'est pas mal. C'est un métier. Là je suis sur un dossier en ce moment, c'est un métier, d'accord. Reprendre une entreprise. Je veux bien que tu détailles un peu là-dessus, parce qu'en plus on rentre dans une période quand même propice à ça, avec tous les boomers qui partent en retraite. Le principe est simple, c'est vous avez des gens qui cèdent une entreprise. Alors soit vous êtes le repreneur opérationnel, vous reprenez l'entreprise, soit vous êtes un partenaire financier. Nous c'est plutôt sur un partenaire financier qu'on est. Nous on va aider des repreneurs, des gens qui vont être dans l'opérationnel, qui veulent reprendre une entreprise, à reprendre cette entreprise. On va apporter des fonds. Nous c'est ça la partie sur laquelle on va aider. Puis on va aider aussi sur la partie partenariat. Voilà, si ça se fait, c'est un deal qui est en cours. Comment ça se passe? Vous avez une équipe de management qui souhaite reprendre une entreprise. Elle monte un dossier en disant voilà, pour telle raison, nous on va reprendre cette entreprise. Elle devrait, je sais pas, je dis une bêtise, cracher, allez, je te donne un exemple fictif, 1 million d'EBITDA.
Donc entre le chiffre d'affaires, les coûts opérationnels et la marge avant taxes, impôts, tout ce que tu veux, intérêt, c'est 1 million. Et ben elle va chercher à emprunter pour racheter cette entreprise. Si cette entreprise est valorisée, je dis une bêtise, 3 fois l'EBITDA, 3 millions, bon bah elle va chercher à financer 3 millions. Donc elle va peut-être mettre, je dis une bêtise, 10% sur la table, 300 000, puis elle va chercher 2,7 millions. Donc dans les 2,7 millions, qui va prêter ? Très probablement une banque, aux alentours de 50-60%, enfin ça dépend, et puis ensuite des partenaires privés, d'accord ? Et après, tu collectes de l'argent, ça te fait un coût moyen pondéré du capital, et l'idée c'est que les intérêts puissent être payés par l'EBITDA. Ben, les intérêts plus le capital. Ouais. Donc il faut bien calculer son coût pour l'entreprise, il faut qu'elle n'ait pas surestimé les revenus de la société, il faut qu'elle n'ait pas payé trop cher, bien évidemment. Et puis il faut surtout que l'entreprise survive, croisse, etc. Et qu'elle ait peut-être des leviers aussi d'optimisation de sa marge. Tu vois, entre 2 millions de chiffre d'affaires et 1 million d'EBITDA, il y a 1 million de dépenses. Bah, en fait, elle va chercher à couper dans les dépenses. Mais il faut couper pas des choses qui sont intéressantes à long terme, il faut couper des choses inutiles. Donc après, c'est à elle de bien faire son travail, quoi. Ouais. Puis t'as un vrai business là-dessus avec l'IA, justement. C'est-à-dire de reprendre des vieilles, il y a des gens vieilles sociétés. Ouais, il y a plein de gens qui veulent faire ça, qui veulent reprendre. Mais après, bon... Je reste quand même... je pense que ça va se faire. Hein. Utiliser l'IA pour faire de la reprise en masse et consolider un secteur, bien évidemment que ça va marcher, parce qu'en fait, ils vont surtout, je pense, automatiser les fonctions support, la compta, le juridique, peut-être même les RH, qui sait, hein, ça se trouve. Alors, puis je pense qu'on serait... j'en ai discuté avec certains gars là-dessus. T'as des secteurs où tu serais surpris de voir à quel point ils sont encore au papier, quoi. Ouais, bien sûr, mais bon, de là à remplacer les humains les plus... Après, tu sais, ça veut rien dire, parce que... Aujourd'hui, tu les remplaceras pas tous, mais très clairement, t'as plein de postes de dépenses. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie tendance, de toute façon, c'est évident. Hein. Donc ouais, non, c'est sûr. Hein. C'est sûr que ça va... Après, dans quel monde on va vivre, ça c'est une autre question. On va vivre dans un monde où il n'y aura plus personne qui aura du travail. Tu sais que j'avais discuté avec revenu universel et voilà. Hein, j'en avais discuté avec mon coiffeur. Justement, on avait parlé d'IA et il m'a fait la remarque mais moi je crains rien quand même. Je coupe des cheveux. Et moi sur le coup, j'avais répondu ah non, effectivement, toi t'es à peu près tranquille. Et le soir même en rentrant, je regarde des reels et je vois justement un robot coiffeur qui a les coupes de cheveux tout ça. Je dis ah bon bah pour le moment il doit être trop cher pour pouvoir remplacer encore les humains. Oui, c'est sûr que sur un temps suffisamment long, je pense qu'en fait, on va tous être remplacés à un moment donné dans tout ce qu'on fait, tu vois. Donc c'est aussi une vraie question de société. Ça va être à nous de réinventer la valeur qu'a l'être humain. Nous, par exemple, aujourd'hui, moi je fais de la finance et à côté, je fais aussi des vidéos comme toi. C'est un outil pour nous de promouvoir un peu ce qu'on fait et de personal branding. Si demain tu as des robots IA influenceurs qui font du contenu beaucoup plus beaucoup plus sympa que nous, ils arrivent à mieux connecter avec les gens, ça on le perd. Demain la finance, moi c'est quand même un métier de chiffres, un robot c'est quand même bon en chiffres, là on perd. Par contre là où ils pourront pas nous remplacer, c'est sur toute la partie valeur ajoutée que nous on apporte, et c'est pour ça qu'il faut être excellent. La partie par exemple quand on va négocier des deals, tu vois, un robot va pas négocier un deal comme toi tu vas le négocier. La capacité à trouver les bons deals en connectant des ponts qui ne sont pas reliés, tu vois. Tu connais quelqu'un là-bas, quelqu'un qui a besoin de quelque chose ici en Australie, machin, et ta créativité en mettant les gens en relation, en créant un projet, ça personne ne peut le faire à part un humain, tu vois. C'est pas un robot. On peut peut-être remplacer le physique, c'est-à-dire, tu vois, typiquement le Sylvain influenceur vaudra toujours sur les réseaux sociaux vaudra toujours moins. Par contre, le Sylvain que je peux rencontrer lors d'un dîner privé, lui vaudra peut-être toujours plus. Oui, bien sûr. En fait, moi, je pense que c'est un métier. Enfin, l'IA, c'est une technologie qui va nous forcer à devenir encore meilleurs. C'est-à-dire que les meilleurs dans nos boulots, moi, je considère quand même qu'il y a pas mal de choses que je fais qui sont intéressantes, hein. Enfin, ou en tout cas je vais pas pouvoir être remplacé, et il y a des choses sur lesquelles j'opère où je vais être remplacé, c'est évident, tu vois. Toute la partie analyse, mais après à la limite ça me va très bien, parce que la partie analyse c'est purement du travail en fait. Il y a rien de très intellectuel, tu prends des chiffres, tu regardes des ratios, mais ça on peut le faire et c'est très bien de le faire avec un robot. On va gagner du temps. Moi je suis même très content de plus avoir à faire ce truc là, en fait ça va me faire gagner énormément de temps. Mais toute la partie la plus sexy, en fait, la plus intéressante de mon métier, hein, qui est de négocier des deals, de trouver des bonnes affaires, de créer des ponts, de créer des architectures, tu vois, en fait, entre des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et de monter des projets. Ça, c'est vraiment la haute valeur ajoutée de ce que nous on fait. Ça sera pas remplaçable, et c'est cool. Ça va laisser plus de temps pour faire des choses qui sont en fait en réalité
plus intéressante. Tu vois, quand je te dis, par exemple, ce projet de reprise d'entreprise sur lequel je bosse, c'est une très belle boîte. Je vais pas trop donner de détails sur le deal parce que pour l'instant c'est pas fait, mais c'est une boîte qui est historique, qui est connue en France, qui a une histoire avec le peuple français. Je vais rester large le plus possible. Il y a pas mal d'emplois en jeu. C'est un vrai nom, quoi. Ah ouais, c'est un vrai nom. Il y a pas mal d'emplois en jeu. C'est quelque chose qui est connu par les générations d'avant, donc c'est quand même une très belle boîte. Et ça, ce genre de truc là, ce que nous on est en train de faire, chacun de nos côtés, en donnant des coups de main dans tous les sens, en remuant solitaire, bah oui, ça, il y a qu'un humain avec son téléphone, sa capacité à aller discuter avec des gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, pour essayer de financer un projet, de faire en sorte que ça marche, que ça avance, quoi. Tu vois, c'est un vrai boulot d'humain. Par contre, la partie analyse des chiffres, due diligence, effectivement, ça c'était un truc que nous on faisait, mais qui va être remplacé, il n'y a pas de souci. À la limite, j'ai envie de dire, c'est très bien, parce qu'il y a des cabinets de due diligence aujourd'hui qui te prennent 5-10 000 balles par mois, pas par mois, 5-10 000 balles par dossier pour l'analyser pour toi, tu vois. Tu payes entre 5 et 20 000 selon la complexité. Bon, bah si aujourd'hui avec l'IA je peux le faire gratos, moi c'est même très bien, ça m'économise des coûts. Soit je le faisais moi, j'économisais ces coûts-là, soit quelqu'un le fait. En fait. Mais bien sûr. Et comme ça, en fait, tu passes ton temps à faire des choses qui sont vraiment intéressantes, c'est faire avancer les sociétés. D'ailleurs, en fait, du portefeuille qu'on a. C'est l'aspect positif. Du coup, tu vois, je le reconnecte à notre discussion. Bien sûr, il faut il faut se réinventer. C'est-à-dire, oui, d'accord, on est dans une situation comme ça économique difficile qui va s'empirer. Par contre, il y a aussi de l'autre côté des opportunités qui apparaissent, qui sont à saisir et qui peuvent venir. D'ailleurs, en plus, c'est-à-dire les gains de productivité qui vont être associés à l'IA peuvent aussi faire un bien fou. Alors, économiquement à la société, socialement, ça sera un autre débat. Bon, il est assez évident que l'IA va mettre beaucoup de monde au chômage. Ça, il n'y a pas besoin de. Tu vois, je pense qu'il ne faut pas dire aux gens, t'inquiète, ça va bien se passer, vous allez tous. Non, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver au chômage. Ça va être moi, je pense que ça va être un vrai bain de sang. Ça va nous forcer à nous réinventer et nous on est la génération de transition, c'est-à-dire que nous on va vivre le changement et peut-être que nos enfants eux, bah voilà, le changement sera fait quand ils seront grands, il y aura une nouvelle organisation de la société et tant mieux pour eux. Nous on va vivre ce changement, donc c'est comme quand tu passais d'une société agricole à une société industrielle, hein. C'était sanguinaire, hein. Les mecs bossaient dans les champs, puis après tout le monde va bosser dans l'usine mais il n'y a pas de boulot, puis machin, puis tout le monde quitte la campagne, puis lui il se retrouve tout seul dans les champs, il galère, machin. Il y a un vrai changement de société, tu vois, les villes s'urbanisent parce que tout le monde quitte la campagne, vient ici, donc c'est un vrai changement. Ben là, c'est ce type de changement qu'on va vivre, c'est industrialisation, robotisation, massive. Technologie de l'information, donc on a eu la révolution de l'information, mais là on a la révolution de... je compare ça à je compare ça à la première révolution industrielle, dans le sens où la première révolution industrielle, d'ailleurs on avait exactement la même discussion à l'époque sur le fait qu'on allait perdre du travail, etc., parce que les ouvriers devenaient de plus en plus inutiles, mais on avait remplacé à l'époque la force de l'homme, les bras, les jambes, par des machines. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de remplacer, c'est le cerveau de l'homme, qui est remplacé à la place par des machines, mais c'est pas, entre guillemets, ça nous force à redéfinir l'intelligence aussi. Parce que c'est pas... L'intelligence, on l'avait juste associée à faire des tâches mentales. Est-ce que c'était vraiment de l'intelligence ou pas? Remplir un tableur Excel ou changer un statut de société juste en changeant le nom, bien sûr. Ça n'avait rien d'intelligent, si tu veux. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. On mettait ces tâches en tâches à haute valeur ajoutée, mais au final... Pas tellement. La vraie valeur ajoutée, la vraie haute valeur ajoutée, c'est dans la création en fait. Et c'est pour ça que je me pose la question de me dire, est-ce que justement c'est pas une juste redéfinition de la vraie valeur ajoutée pour la suite? Oui, bien sûr. Parce que tu vas avoir différentes sociétés qui vont réagir là-dessus. Tu as les sociétés qui sont ultra flexibles, comme les États-Unis, le monde anglo-saxon, etc. Qui eux, du coup, je pense, auront effectivement, ça va être le bain de sang dont tu parles aussi. C'est-à-dire, il y a beaucoup de monde qui perdra son emploi. Mais ce qui va se passer de l'autre côté, c'est qu'ils ont une telle flexibilité de l'emploi qui vont savoir se remettre tout seuls là où il faut, et on sait pas trop comment, mais il y aura des trucs qui émergeront là-dessus. Ils vendront autre chose, tu vois, genre il y a des gens qui vont vendent le fait de faire la file à la place d'autres. Voilà, t'auras des conneries. Ils vont créer un nouveau modèle, bien sûr. Mais dans le modèle comme le nôtre, typiquement, qui est ultra rigide, là ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a deux solutions. Ils vont mettre un AI Act, ils vont mettre une régulation IA, il y aura pas d'IA et basta, surtout. Tu mets une régulation et tout ce blanc, tu vois, typiquement en Italie, il y a des emplois qui ont été protégés, tu te retrouves toujours avec des gars qui sont à la station essence et qui te remplissent directement la voiture, ou les caissières qui sont protégées, ce qui est complètement idiot parce qu'en fait ils auraient pu trouver un travail qui aurait été d'ailleurs mieux pour eux en plus de ça, parce que c'est pas forcément après, est-ce qu'ils auraient trouvé un travail, je sais pas, si c'est une société aussi verrouillée, non. Si t'as une société qui est un peu plus libre, qui est plus flexible, on le voit bien dans des comme en Suisse, quoi que ce soit, la valeur ajoutée se recrée automatiquement ailleurs. C'est-à-dire t'as gagné 5 heures de ta journée,
tu les passes pas à juste regarder Netflix, tu les passes à dire ok, qu'est-ce que je peux faire à la place, quoi. Ou alors justement tu les passes à regarder Netflix, mais du coup il y a besoin de quelqu'un qui fasse Netflix. Donc il y a besoin de quelqu'un qui va te proposer ce loisir. Donc il faut bien connaître sa population aussi, hein. Est-ce que c'est une population de feignants, est-ce que c'est une population de gens qui veulent avancer et travailler? Ça, c'est une autre discussion, ça. Aujourd'hui malheureusement c'est une autre discussion, et une très très longue discussion, ça, hein. Alors donc j'aimerais aussi qu'on reprenne, donc on a dit les actifs qu'il fallait absolument éviter, ça, donc c'est pas très compliqué, éviter de rester dans le cash qui va pas, et éviter de rester sur les obligations d'État où on sait que l'État est en difficulté pour rembourser. Après il y a aussi éviter les choses qui ne prendront pas de valeur dans le temps. Pas de valeur dans le temps. Après justement j'aimerais te poser la question là-dessus par rapport aux actions. Tu as parlé des entreprises, comment est-ce que tu vas pouvoir te dire, alors sans forcément rentrer dans l'analyse précise, mais d'un côté un peu plus fondamental, il y a différentes catégories d'actions, on se dit celle-là ça peut valoir le coup, celle-là non. Alors sans rentrer dans l'analyse, en restant sur de la philosophie d'investissement, c'est simple, hein. C'est la seule question à se poser, c'est est-ce que cette chose aura plus de valeur dans le futur, oui ou non, et si oui, pourquoi, et si non, pourquoi. Voilà, c'est tout. C'est simplicité ultime, mais ça, c'est si tu as compris ça, tu as tout compris à l'investissement. Par exemple, j'avais vu aussi tout ce qui est action, les pricing power par exemple, dans ce genre de situation peut être pas mal, c'est-à-dire les sociétés qui de toute façon peuvent imposer un prix qui monte sans problème, typiquement Coca-Cola. Ou Apple, oui. Bah oui, mais ça c'est vrai qu'un temps, Apple avait un pricing power, aujourd'hui ils sont en train de pleurer parce que de moins en moins de gens achètent leur iPhone à 1600 balles. Donc essaye de voir une entreprise qui a une utilité dans le temps et que les gens en fait auront toujours envie d'utiliser. Coca-Cola, tout le monde boit de l'eau sucrée, et puis c'est la boisson en fait qui est de plus en plus bu, hein, dans le monde, hein, malgré le fait que ça provoque des diabètes et tout ça. Donc la question c'est qu'est-ce que dans le monde de demain les gens consommeront pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, voilà, où est-ce que sera la demande? Vous définissez des grandes idées et ensuite vous investissez dans ces idées. Et t'en penses quoi du coup de regarder les sociétés justement là où il y a des marchés qui sont de plus en plus dynamiques, des marchés émergents, regarder les sociétés qui sont peut-être plus orientées par là? Pas forcément, parce qu'après ça dépend aussi des marchés de capitaux. Si les sociétés sont bonnes mais que les marchés de capitaux sont pas développés, il n'y a pas beaucoup d'argent qui ira dessus, donc ton titre il va pas non plus énormément exploser en fait. Typiquement si tu prends le pari que je sais pas, c'est une connerie, le Brésil va faire un boom économique. Tu te dis bah ok, je vois que Microsoft a un monopole au Brésil extrêmement intéressant, je mise Microsoft comme ça, je m'expose. Oui, ça c'est une façon détournée de le faire, mais oui c'est une façon de le faire. Tu peux le faire comme ça. Après... Mais bon, de toute façon, enfin voilà, je peux donner la réponse aux gens. Le marché des capitaux les plus élevés et là où il y a le plus d'investissements en fait étrangers, c'est les États-Unis. C'est là où toute la thune du monde va. Et aujourd'hui, c'est les sociétés technologiques qui sont en train de tout bouffer. Hein. Nvidia, Google, enfin c'est toujours les mêmes boîtes. Donc en fait, tu te regardes, toi, il n'y a pas d'autres marchés sur lesquels tu t'intéresses Non, mais moi de toute façon, je fais pas de bourse. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à gagner par rapport à ce qu'il y a à faire ailleurs en fait. Sur les marchés de mon côté, il y a beaucoup plus d'argent à gagner. Hein. Des vraies pépites. Les gens aujourd'hui vont se battre en bourse pour gagner 5% ou 10%. Ridicule quoi. Aujourd'hui on est à l'ère aussi où il y a énormément de start-up, il y a des très belles boîtes. Donc non. C'est-à-dire les marchés non cotés. Le private equity. Ouais. Par exemple. Par exemple quoi? Pour ceux qui savent pas ce qu'est le private equity. C'est des actions de sociétés qui sont pas cotées. Donc du coup, tu vas chercher typiquement typiquement Clément qui est en face de moi a une boîte, a une société, je dis une bêtise de production de vidéos, je sais pas moi, je dis une bêtise, son chiffre d'affaires fait x2 depuis 5 ans, très belle boîte, il a besoin de fonds pour continuer à croître, il cherche des partenaires financiers qui veulent investir dans sa boîte, pas de la dette parce qu'il peut pas rembourser tout de suite, il produit un film, mais quand ça va exploser, ça explosera et on partagera les revenus et on se met d'accord sur un partage des revenus, on va financer Clément, tu vois, ça c'est du private equity par exemple. Tout simplement. C'est le modèle des boîtes. Hein. Les boîtes sont d'abord privées avant de devenir publiques. Ouais. En fait, quand vous achetez des actions en bourse, vous achetez des actions public equity. Donc, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui étaient privées, qui sont devenues publiques, qui publient des rapports tous les trimestres. Enfin, en fait, quand une entreprise est publique, elle a beaucoup d'obligations, dont celle de publier des états financiers audités tous les trimestres. Enfin bref, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il n'y a que des grosses boîtes matures qui arrivent à être cotées. Ou alors vous avez des bourses plus petites, mais bon, on rentre dans la subtilité. Mais en réalité, c'est une bonne stratégie pour le débutant, mais pas pour les gens avancés.
D'accord. Si t'es débutant, oui, c'est bien d'aller en bourse et d'aller acheter 400 € d'ETF par mois. Voilà, stratégie débutant, très bien. Tu fais un DCA. Voilà, le truc. Ou les États-Unis. Le truc, voilà. Mais c'est pas. Et le private c'est pas là-dessus où tu vas vraiment gagner beaucoup d'argent. Particulièrement sur le marché français ou. Ah non, que des boîtes. Alors, si, j'ai une boîte française, je crois. Bah, peut-être 2, du coup, on verra. Mais majoritairement, ce que je cherche, c'est des boîtes hors zone euro, si possible américaines. Le plus possible, parce que c'est des belles boîtes en général. Hein. C'est des belles boîtes, ils ont des bons entrepreneurs de haut niveau, et en fait c'est ça qu'on va chercher, hein. On mise sur une écurie en fait, hein. On mise sur une équipe, sur un produit, sur une industrie, et puis on va là où ça marche, c'est tout. Ici ça marche pas, je vais pas perdre mon temps quoi, en fait, tout simplement. Tu mets ton argent ici, dans 10 ans tu seras au même point, et puis t'auras juste perdu ton capital durement gagné, durement économisé, et puis tu repartiras une main devant, une main derrière. Il y a des choses à faire en France bien évidemment, ou en Europe, mais en fait, pour tu vois, une goutte d'effort ici, il en aurait fallu peut-être 0,5 ailleurs pour faire la même chose en fait. Ouais, je vois. Tu vois, donc il faut aller en fait à un moment donné. Si vous êtes, j'avais une discussion comme ça avec des gens dans un podcast qui étaient un peu dans l'idéologie. J'ai investi là où mon cœur me dit, ou là où ma communauté machin. Bah, si vous faites ça, très bien, mais c'est l'argent, lui, va là où c'est productif, en fait, hein, c'est tout. Donc, pour moi, en fait, il faut aller là où ça marche, en fait, tout simplement. Le but, c'est de gagner, c'est pas de participer, en fait, quand vous jouez avec votre argent. Pourquoi est-ce que le but, c'est de gagner et pas de participer? C'est que l'argent que vous avez, c'est de l'argent qui a été durement gagné. Je veux dire, c'est tellement dur de gagner de l'argent en France, avec toutes les taxes, etc., que le peu que tu mets de côté, si en plus de ça, il performe pas ou tu le perds, putain, en fait, tu gâches ta vie, en fait, tu vois. Donc, vu que c'est tellement dur à gagner, c'est tellement dur à économiser après avoir payé l'impôt sur le revenu, la TVA, le machin, le truc, le bidule, c'est pas pour gagner 5% que tu vois ce que je veux dire. Non, là, il faut que ça paye, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça, moi, je vais là où les mecs performent. Aujourd'hui, c'est les États-Unis. Peut-être qu'un jour, ça changera. Mais aujourd'hui, effectivement, l'écosystème startup des États-Unis est très performant. Ils ont des super boîtes en fait, donc c'est pas, pour moi c'est là où je vais. Après il y en a qui pas de French Tech, il y en a qui, voilà, il y a l'autre équipe startup, Station F, etc. Très bien. Moi écoutez, c'est juste que dans les projets qui m'ont été proposés, j'ai pas vu d'avenir en fait dans les boîtes qui m'ont été proposées de cet écosystème là. J'ai pas eu le déclic en me disant tiens ça va, tu vois. Mais c'est lié à quoi? Il manque une étincelle, il manque une vision, Je sais pas en fait, l'équipe déjà, enfin quand tu compares les équipes aux États-Unis avec qui nous on est en contact, qui pitch et qui ont une vraie vision business de comment ils vont adresser leur marché, puis leur marché aux États-Unis, c'est un marché avec beaucoup de capitaux, le business est fluide, donc ils font vite des choses en fait intéressantes. Versus les entrepreneurs ici qui galèrent avec l'administration, qui galèrent avec l'URSSAF, qui galèrent avec... Tu vois ce que je veux dire, c'est un enfer pour un autre, quoi, tu vois. Donc non, ça sert à rien, quoi. Ça m'avait là-dessus, j'avais fait une interview avec Nicolas Alfonsi, qui était le CTO de Jelly Smack, qui est licorne américaine, mais 100% française. Tous les cofondateurs sont français. Très bien. Et mais c'est bien. Directement aux États-Unis. Bah, il a 100% raison et magnifique, bien joué. Et Jerry m'a dit effectivement, alors lui, nationaliste corse, du coup l'équipe technique était quand même en Corse. Comme ça, il avait équilibré le truc comme ça. Mais il me disait par exemple, tu vois, aujourd'hui même, par rapport au Royaume-Uni, si vous voulez monter une équipe de développeurs, je crois, en IA, avec 1 million de capital, il avait 6 ingénieurs en France et il en avait 9 au Royaume-Uni. Bah oui, bien sûr, c'est évident, ça coûte moins cher. À partir de ce moment-là, après, voilà, sachant qu'en plus le gars au Royaume-Uni, il va vivre mieux avec je sais pas s'il va vivre mieux, ça dépend. S'il habite à Londres, il va pas vivre mieux, mais tout dépend d'où il habite après. Mais bon, en gros, l'idée c'est ça, c'est de toute façon... il y a des pays pour faire du business, pour investir, et il y a des pays pour vivre. La France est un pays pour dépenser son argent en vacances. C'est un très bon pays pour moi, pour vivre 2 mois par an, 3 mois par an. Tu viens, tu dépenses ton argent durement gagné dans tes investissements à l'étranger. Voilà, moi c'est pour ça, je vais déménager bientôt. Et je viendrai peut-être 1 mois par an en France, voilà, passer Noël et basta, quoi, tu vois. C'est un très bon pays, c'est agréable à vivre, mais c'est pas agréable à travailler, c'est encore moins agréable quand on investit, en fait. En fait, on arrive à la prophétie que disaient beaucoup d'économistes, je pense dont même Olivier devait le dire aussi. C'est Olivier même qui l'a dit en premier, qui a dit que ça deviendrait la grève.
Grèce, oui, c'est ça deviendrait un EHPAD géant où les gens viennent faire du tourisme, et c'est ça. Mais je suis d'accord avec la prophétie de mon cher camarade Olivier. Ça a été pour moi le premier d'ailleurs à le dire, hein. Il le disait beaucoup. Et je vais même compléter son propos. Lui dit souvent que ça devient l'EHPAD en fait de l'Europe. Moi je lui ai dit ça deviendra même la Thaïlande de l'Europe, parce qu'avec les cours d'éducation sexuelle qu'on donne aux enfants aujourd'hui en France, tu sais, on leur apprend à faire des pipes à 5 ans à l'école. Qui restera en France au final? Les jeunes qui n'avaient pas les moyens de partir, donc qui sont en général les plus défavorisés. Les vieux qui sont riches, en général ils auront pu se barrer, donc il restera les retraités, on va dire, qui n'ont pas trop le choix parce qu'ils sont malades ou autres. Donc au final, voilà, la France deviendra en fait un espèce d'EHPAD où tu auras des jeunes qui en fait se vendront au plus cher, hein. Tu sais, les touristes américains qui viennent, machin, les nanas maintenant sur la Côte d'Azur essaient de se choper un américain. Tu me diras ça existait déjà avant, mais en fait c'est un comportement de quoi? C'est un comportement de pays sous-développés en fait. T'as un gars qui vient de l'extérieur qui est riche et t'essaies de le choper parce qu'il est riche. En fait ça fait pitié, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas digne de la France, tu vois. Enfin, en tout cas c'est pas digne du pays dans lequel on pensait être. On était. La France n'était pas un pays de clochards avant, tu vois, c'était un pays vraiment puissance, tu vois, c'était un pays top 5. On avait le même PIB par habitant que les Américains. La France était un pays top 5, Concorde, tu vois ce que je veux dire, usine nucléaire, TGV, une très belle armée, une des armées les plus expérimentées au monde, même si c'est pas la plus grande en termes de nombre, mais en termes de qualité, une des plus qualitatives. Bon, aujourd'hui on en est là, quoi, tu vois, c'est-à-dire que les jeunes de notre pays vont faire les tapins avec des Américains pour essayer, enfin tu vois, Thaïlandais. Alors, et encore, c'est une insulte au peuple thaïlandais, désolé. D'accord, parce que je trouve que. Mais c'est la vérité, en fait. Et d'ailleurs, peut-être que ça sera les Thaïlandais qui viendront en vacances d'ici quelques temps. Mais tant mieux pour eux, je leur souhaite tout. Je leur souhaite, ils sont très. Enfin, c'est un très beau pays. Il y a 3 actifs qu'on n'a pas traités, sur lesquels j'aimerais qu'on passe. Traitons. Qui sont les actifs, on va dire. Alors, il y en a un, c'est un petit peu plus particulier, mais il y en a 2 en particulier qui sont vraiment l'actif de celui qui veut prendre aucun risque. Voilà, c'est l'or et le cash. On a dit cash, non, mais surtout quand on parlait de l'euro en particulier. Sinon, le cash en général, toutes les monnaies perdent. Hein. Oui, mais il y a des cas où ça sera moins pire que d'autres. Le franc suisse, ouais. Toi, par rapport à l'or là-dessus, tu conseillerais ça à qui comme profil en fait? Tout le monde avoir un peu d'or, c'est bien. Bon, l'idée c'est d'avoir entre 5 et 15%. Plus on est âgé, plus on va se rapprocher des 10-15%. Plus on est jeune, plus on va être à 5%, 5-10%. Si votre patrimoine net, vous calculez, ou votre patrimoine brut, on s'en fout, il fait 5 millions. Non, ouais, sur le brut, ça fait beaucoup quand même. Je sais pas, si vous avez un patrimoine net de, je dis une bêtise, 500 000 balles, avoir 50 000 euros d'or, c'est pas trop con. Si vous avez 50 ans, si vous avez 30 ans et 500 000 balles net, plutôt 5%, 5 x 5, 25 000 euros d'or, ça suffira. Si vous avez 65 ans et 500 000 euros net, plutôt 15%. Tu vois, donc 75 000 euros de côté en or, c'est bien. En fait, plus on est âgé, moins on prend de risques, plus on est sécuritaire, plus on est jeune, plus on prend de risques et moins on a besoin. Sur le long terme. Mais oui, on n'a pas besoin d'autant de sécurité quand on est jeune en général. J'avais entendu des calculs du style tu fais 100 moins ton âge typiquement, et puis ce qui reste c'est la partie offensive de ton portefeuille. Et le reste, c'est le défensif. Donc, bon, t'as 90 ans. Oui, c'est ça. Je suis quasiment plus d'offensif. C'était les gens disaient. C'était Charles Gave, je crois, qui disait ça. C'est possible. C'était âge moins. C'était 100 moins l'âge. Et vous mettez cette partie-là en action. Donc, si t'as 20 ans, 100 moins 20, ça fait 80. 80% action, 20% en obligation. Et ensuite, il faisait son rebalancement. Je crois que c'est lui qui disait ça. Oui, c'est une façon intelligente. Il y a plein de moyens mémotechniques comme ça de faire une allocation, bien sûr. Mais bon, la grande philosophie et la grande idée philosophique à retenir, c'est en gros, plus on est âgé, moins on prend de risques, plus on est safe, plus on va aller sur des choses comme de l'or, comme des obligues, mais pas des obligations risquées, des trucs safe, machin. Plus on est jeune, plus on va faire du private equity, des actions de non cotées, plus on va faire des actions peut-être cotées en bourse, plus on va faire, on va monter des sociétés, reprendre des sociétés. Plus on va faire des choses risquées parce qu'en fait on a de l'énergie et du temps. Si on rate, on a du temps pour se refaire et puis on a de l'énergie. Moins on a d'énergie, moins on a de temps, moins on fait ce genre de choses. L'or justement, typiquement, c'est le truc qui protège ton capital, mais c'est pas ça qui te fait gagner. Non, c'est juste une assurance. L'or, ça permet juste de conserver de la valeur, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous avez 100 000 euros, vous pouvez acheter un studio par exemple à Nice, ça coûte à peu près 100 000 euros. Dans 20 ou 30 ans, un studio avec l'inflation, ça coûtera peut-être 200 000 euros, d'accord ? Bon, si vous avez toujours les 100 000 euros sur un compte bancaire, vous pourrez plus qu'acheter que la moitié
dans un studio. Ouais. Si vous avez de l'or, l'or aura monté, hein, l'or suit à peu près l'inflation, et votre or vaudra 200 000, vous pourrez toujours acheter votre appartement avec votre stock d'or. L'or, ça permet juste de mettre quelque chose de côté et de faire en sorte qu'il vaille toujours ce qu'il vaut aujourd'hui plus tard. Mais ça fait pas gagner d'argent, ça conserve du pouvoir d'achat, c'est tout. C'est un véhicule de conservation de pouvoir d'achat. C'est là que les gens là-dessus se plantent, parce que dernièrement, il y a eu beaucoup monté. Oui, on est à 3400, je crois. Ouais. Voilà, mais il est artificiellement monté parce que les monnaies valent. C'est parce que le dollar a perdu quasiment 15% face à l'euro cette année, donc effectivement, ça a fait monter les cryptos, ça a fait monter le gold, ça fait tout monter. Ouais. Exactement. Donc c'est un effet balancier comme ça, parce que derrière, j'entends des gens qui disent génial, faut que j'achète de l'or. Oui, mais c'est pas parce que tu vas t'enrichir avec ça. non, ça permet juste de stocker, donc il faut pas le voir comme un moyen d'enrichissement. Si vous voulez vous enrichir, c'est via votre société. Voilà. Créer de la valeur. Créer de la valeur. Créer quelque chose qui va être utile aux autres, en fait. La valeur, c'est ça, hein, c'est quelque chose qui est utile aux autres et que les autres ont besoin. C'est comme ça qu'on s'enrichit. Et le Bitcoin, là-dessus, toi, c'est quoi ton positionnement là-dessus ? C'est la même chose que l'or, en fait. Hein, mais c'est pas un outil de conservation de valeur. Pour moi, c'est plutôt un outil de croissance. C'est un actif qui est quand même plutôt croissance pour moi. De toute façon, quand tu regardes les rendements, c'est pas des rendements comme l'or où on suit l'inflation, c'est des rendements où on bat l'inflation. Hein. Donc non, c'est cool en portefeuille, c'est très bien d'en avoir. En tout cas, moi j'en ai, et puis je trouve que c'est un actif que tout le monde aujourd'hui de plus en plus a. Hein. Via des ETF, c'est facile d'en acheter. Tu peux acheter la vraie crypto, tu peux acheter des dérivés via des ETF. C'est facile de. Donc non, c'est cool à avoir en portefeuille, je trouve que ça a totalement sa place dedans. Mais toi, tu le vois comment là-dessus ? Parce qu'il y a un petit peu un débat de ce point de vue-là, c'est l'or, on le met un peu... le Bitcoin, justement, on le met un peu dans la position de l'or. Non, on le met dans la position risque-action. Plutôt risque-action, c'est un outil de croissance dans un portefeuille. De toute façon, quand on regarde le rendement du Bitcoin, c'est pas un rendement qui suit l'inflation, c'est un rendement qui éclate l'inflation. Hein. On est sur des rendements, ça gagne des... parce qu'il est en phase d'adoption. En tout cas, la manière dont il est vendu, c'est que c'est censé être de l'or digital. Non, il est pas... Enfin, ils l'ont vendu en or, mais... Enfin, ils l'ont vendu en or parce que c'est quelque chose de rare, mais oui, effectivement, là, il est en phase d'adoption. Ça a monté fort, et puis voilà, c'est tout. Hein. C'est des rendements qui sont beaucoup plus forts que l'inflation, donc ça bat l'inflation. Pour moi, c'est un actif de croissance pour l'instant, dans la façon dont il évolue. Les gens veulent en faire quelque chose, mais en fait aujourd'hui c'est comme une super action quoi en fait. Hein, en réalité, c'est comme ça qu'ils se comportent. Et là-dessus, c'est de nouveau les Américains qui sont vachement. Ils ont fait passer le Genius Act, non, c'est ça ? Oui, alors j'ai vu qu'ils ont fait passer des trucs, mais j'ai pas creusé plus que ça. Ils ont fait passer des régulations crypto. Je sais pas si c'est le Genius Act, celui sur la crypto, où il concernait autre chose. Mais oui, alors en gros c'est quoi ? C'est une régulation sur les stablecoins. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait passer avec les régulations sur les stablecoins ? Je sais plus. Oui, non, c'est ça, ça donnait, je crois, un cadre réglementaire au stablecoin et à son utilisation. Et je sais plus, et je crois que la polémique c'était que Donald Trump avait investi dans une société de stablecoin et que du coup ça avait fait monter le truc. Et du coup les gens disent ah ouais mais il a fait passer le Genius Act mais il a des intérêts dans les stablecoins. Mais c'est particulier le délit d'initié sur les cryptos ça n'existe pas. Non mais aux États-Unis de manière générale il y a une forme de tolérance là-dessus qui est... Avec les portefeuilles Nancy Pelosi et ce genre de choses. Mais quand tu regardes... Alors, Nancy Pelosi était une experte dans le domaine, mais en fait, quand tu regardes que ce soit des républicains ou même aujourd'hui le camp Trump, littéralement, ils le font tous. Ils en ont rien à foutre. C'est vraiment... Et j'ai pas l'impression que ça choque plus que ça les Américains. Écoute, tant mieux. Hein, j'ai envie de te dire, au final, ils font ça, ils s'enrichissent, mais ils enrichissent aussi les autres. Alors... Est-ce qu'on peut dire que c'est une partie skin in the game ? Écoute, moi aujourd'hui, ce que je vois, c'est qu'en Europe, ils le font, mais ils s'enrichissent qu'eux. D'accord, il y a de la corruption et des délits d'initiés, mais il n'y a qu'eux qui bouffent. Mais oui, mais c'est parce que là, et au moins aux États-Unis, bon, ils font des délits d'initiés, mais au final, ça profite aux putains d'Américains moyens. J'ai envie de te dire, même à nous, tu vois. Si n'importe qui a des cryptos grâce à... En fait, les intérêts sont alignés, tu vois. C'est vrai. J'ai envie de te dire, mais... C'est vrai que c'est particulier parce que du coup, c'est une fois, en fait, censé aligner les intérêts. En fait, j'ai l'impression que pour une fois dans l'histoire, bah, quand celui qui est en haut mange, il y a aussi celui qui est en bas qui mange. Il mange certes des miettes, mais il mange quand même. Alors que d'habitude, nous, on est plutôt habitués en Europe, celui qui est en haut, il bouffe, il laisse pas de miettes, il chie même sur celui qui est en bas, tu vois. Écoute, qu'ils fassent ce qu'ils font, moi ça me fait rire ce qui se passe aux États-Unis, j'aime beaucoup, tu vois. Honnêtement, c'est rafraîchissant. Quand je vois nous comment on est traités ici, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait pour son pays. C'est digne d'une société qui est vivante encore, quoi. C'est très bien. C'est très bien ce qui se fait dans son pays. Il est en train de
de réellement faire des États-Unis un très gros pays. Il a annoncé des coupes budgétaires massives dans le budget de l'IRS, le fisc américain. Je crois qu'il y a 25 000 employés qui vont être virés. Ouais. Il a coupé massivement leur budget, il en a rien à foutre, tu vois. Je kiffe parce que moi je vis dans une société URSS, tu vois, où en gros dès que tu dépenses 1 euro, on t'en prend 0,50 à 60 centimes. Si tu fais un pas de travers, t'as un procès. Bon, bah chez eux c'est la vraie liberté. Franchement, c'est kiffant. Enfin, ça donne espoir. Moi qui pars vers des juridictions anglo-saxonnes, ça confirme mon choix en fait. Je me dis c'est plutôt vers ce style de société là moi que je veux aller. Pourquoi pas viser un jour les États-Unis et y habiter, hein. C'est vrai que c'est la question moi, se pose de plus en plus. Je vais laisser voir comment, enfin je vais voir comment ça évolue dans le futur, mais ça m'attire de plus en plus quand même, hein. À t'entendre, j'ai le sentiment, et tu me diras si c'est le cas, parce que moi c'est aussi le sentiment que j'ai, que l'avenir entrepreneurial que toi tu vois est une forme d'avenir de nomade. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je pense que je vivrai pas dans... de toute façon, depuis que je suis petit, enfin, j'ai toujours su, mais je vivrai pas dans le même pays toute ma vie, hein, ça c'est évident. Je vais faire, je pense... Déjà, je pense que Nice, j'y suis resté 6 ans, c'est la ville où je suis resté le plus longtemps. Paris, déjà 3 ans, ça me paraissait long. Parce que depuis mes études, moi je suis parti de chez moi à 17 ans faire mon école de commerce. C'est plus facile de rester longtemps à Nice qu'à Paris. Non, pas du tout. Ah ouais, je me suis fait chier. Oh non, c'est trop petit pour moi. Pas assez d'ambition ici. Tu te sens vite étouffé. Ouais, je comprends. Non, moi j'ai besoin d'être dans un endroit où les gens voient. Et c'est marrant parce qu'à Paris, même si j'aime plus la ville, les gens qui y sont. Je vois ce que tu veux dire. Sont quand même très ambitieux, très travailleurs. Il y a des vrais. Pour ça que je dis que la France est pleine de talents. Mais le problème, c'est que ces gars-là, ils sont en train de partir aussi, en fait. Mais t'as des gens qui ont envie d'avancer, quoi, tu vois. C'est vrai que dans le sud, c'est plutôt l'ambiance. On prend l'apéro. Enfin voilà, moi, c'est pas mon truc. Je m'en fous, en fait. Tu vois. Je te le dis comme je le pense. Moi, c'est plus ma. Mais enfin, j'ai des amis qui sont comme ça, mais moi j'ai jamais été comme ça en fait, tu vois. J'aime bien de temps en temps me détendre, mais moi ma vraie détente c'est le jeu, quoi. Et le jeu c'est quoi en fait? C'est ce que j'appelle aujourd'hui travail, qui n'en est pas un en fait en soi, tu vois. C'est le Monopoly de la vie, quoi. C'est ça. Donc et pour ça, les États-Unis, t'as quand même les meilleurs de ce monde qui sont là-bas, tu vois. T'as un niveau d'entrepreneur qui est élevé. Moi je le vois quand je parle avec des mecs qui sont aux États-Unis. Je vois qu'il y a une différence de niveau, ils sont meilleurs que moi et ça me donne envie de jouer en fait. Je me dis ok, j'ai des choses à apprendre. Des fois quand je suis ici, je me repose sur mes lauriers, je me dis oh, ça y est, je suis bon machin. C'est pas une bonne façon de réfléchir parce que quand tu raisonnes comme ça, c'est le début de la fin en fait, tu vois. Et le fait d'avoir accès à des gens qui sont plus intelligents, plus rapides, plus cultivés sur certains aspects, ça c'est intéressant parce que je veux dire, tous les deux on est jeunes. On a beaucoup de choses à apprendre. On peut pas aujourd'hui se dire à 30 et quelques, ça y est, on est arrivé au top de ce qu'on sait. Sinon la vie va être longue et elle va être ennuyeuse. Non, il faut continuer à progresser. Et puis, je pense que c'est une terre qui est intéressante pour progresser, parce qu'il y a beaucoup de gens intéressants là-bas pour l'instant. Est-ce que ça durera longtemps? Je sais pas. Et pour répondre à ta question, est-ce que je pense que on aura un avenir de nomade? Je pense que certains auront un avenir de nomade, pas tout le monde. Certains, ceux qui auront choisi cette vie et ceux pour qui cette vie est faite. Il y a beaucoup de gens, moi j'ai des amis qui sont très enracinés dans les villes dans lesquelles ils ont vécu dans des villages, donc aujourd'hui on a une trentaine d'années, on a tous le même âge, ils sont toujours dans le village à côté de chez leurs parents, ils connaissent le voisin, ils se sont mariés avec une fille dans la bande de copains du lycée. Il y a des gens comme ça, mais ça leur va. Tu vois, par exemple, moi, dans mon entourage proche, j'ai un frère, il est comme ça. Enfin, tu vois, il est. Toi, t'es pas fils de militaire aussi, vous avez pas mal déménagé, du coup. Si, mais après, mon père, il a fini sa carrière quand moi j'avais 7 ans. Ah, d'accord. Donc après, on est resté au même endroit. Mais moi je sais que par exemple j'ai un frère qui est comme ça, tu vois, qui est plutôt ancré et qui va pas bouger, qui va être dans son truc, et il est très heureux comme ça, et tant mieux. Je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de l'enfant, enfin de la personne, l'enfant ou de l'adulte, et ça dépend de son métier tout simplement en fait. Est-ce que tu as un métier qui s'exporte ou pas? Moi en fait quand j'ai fait mes études, je voulais un truc international parce que bon, moi, dans l'idéal, je voulais même commencer à tout faire à l'étranger. J'ai trouvé un super job à Paris, en fait, en 2015, quand j'ai commencé ma carrière dans la finance. Donc, je suis resté à Paris, enfin en France. Mais si j'avais pas trouvé ce job fou, j'avais une autre opportunité à Londres. Je pense que je serais parti à Londres, tu vois. Et je pense que c'est le bon choix que j'ai fait de commencer à Paris parce que c'était une super carrière. J'ai vraiment bien commencé. Je pense qu'à Londres, j'aurais jamais fait autant
j'aurais jamais pu autant percer. Enfin, si, j'aurais pu percer, mais pas aussi fort, quoi. D'accord. Donc tu vois, la France n'est pas que une terre de communistes méchants, hein. Il y a eu des bonnes époques, il y a eu des époques fertiles, c'est ce que je dis. Il y a eu un terreau fertile en France. Moi là-dessus, justement, tu sais, je fais souvent les lives avec le Guise sur les méchants capitalistes. Ouais, il est cool. Et justement, c'est le truc où les gens sont assez surpris, c'est du coup ils sont assez pessimistes sur l'état de la France. En même temps, quand t'es libéral en France aujourd'hui, t'es pas dans une vague d'optimisme énorme. Mais moi je me dis. Bon, ça va se casser la gueule, ça va être violent pendant un temps, enfin ça va pas bien se passer. Ça va être violent pendant 20-30 ans quoi. Puis après ça sera peut-être mieux, puis je reviendrai après une belle carrière à l'étranger. Ouais, mais ça sera... Attends, voilà. Les crises comme ça dure 20-30 ans, donc c'est quand même... Ça dure un petit moment, ça se fait pas en 2 ans. Hein. Oui, ça je suis d'accord. Mais donc, je sais pas, ça dépend où on en est, parce qu'on a déjà avancé un petit peu. Ouais mais mec, t'as un pays qui est 100% dans une idéologie communiste, il y a plus de 5 mecs sur 10 qui travaillent, qui dépendent de l'État. Enfin, c'est pour ça que ça dépendra de l'État. Donc c'est mort, en fait, c'est mort, c'est une reprogrammation même du cerveau des gens qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, faudrait redire aux gens, en fait, vous savez, dans un monde normal, il faut pas travailler pour l'État, vous créez sa propre... Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas l'État qui vous fait un chèque normalement, c'est vous qui êtes censé créer un petit commerce, une petite boulangerie, un resto et vivre de votre activité, tu vois. Enfin, mais comme nous, on vit plus dans cette réalité parce qu'on vit dans une réalité pervertie qui est que l'État, en fait, nous doit tout. Tu sais, l'État nous doit, c'est-à-dire que... C'est pas nous qui devons un truc à l'État ou c'est l'État me doit. Dans la pratique, du coup, il nous a endettés. Mais bon, on lui devra. C'est vrai que dans la pratique, il nous a endettés. Donc, si tu veux, le changement en fait à opérer est tellement profond que je pense que honnêtement, on est parti pour 20-30 ans et qui après c'est une question en fait. Il y a des mecs sur les réseaux avec qui on discutait. Et moi, je dis écoute, la vie est trop courte pour gâcher ma vie. À me battre contre des communistes, alors moi je me casse quoi, tu vois, vous êtes majoritaire, très bien, vous avez gagné, enjoy. Puis je sais que ça va devenir un shithole dans quelques années, tu vois, donc tant pis pour eux, mais... Et puis d'autres qui disent non mais il faut rester, se battre pourquoi ? Sur 10 mecs, il y en a 6 qui veulent un truc, donc ça veut dire que toi, tu es dans les 2 qui veulent imposer quelque chose aux 8 autres, c'est pas la démocratie, tu vois, si on réfléchit. Donc si on est démocrate, on a perdu, on leur laisse, et puis c'est bon, ils gagnent, tu vois, et puis ils font leur truc. Parce que si tu réfléchis bien, si la majorité du pays est communiste et veut une chose, bah toi t'es une minorité, donc, et t'es libéral. Mais si les libéraux imposent quelque chose à la majorité, on n'est plus en démocratie, on est... Tu vois, réfléchis au truc. Donc au final, si tu réfléchis, respectons leur choix, ils ont gagné. Il y en a, ils sont cohérents. Ils sont pour une monarchie libérale. Donc du coup, ils suppriment la démocratie. Ah non, mais on va sur d'autres terrains, là. Tu vois, on va sur d'autres terrains, sur d'autres discussions. Je ne savais pas que tu avais ce genre de carte dans ta manche, tu vois. Mais oui, alors là, c'est encore une autre discussion. C'est une autre discussion. C'est cette voie. C'est une autre discussion, effectivement. Mais là, ça change tout, ouais. Ça va être un peu plus radical. Mais oui, c'est un peu plus radical. Mais non, mais moi, en fait, ce que je pensais, c'est plus par rapport à... On verra à quel état d'avancement on est. En fait, l'État, dans quel état de déliquescence financière il est. Parce qu'en fait, tu vois, les Argentins, je pense que c'est le très bon exemple. Les gars, c'était vraiment turbo-communistes pendant des décennies. Et au final, c'est même pas qu'ils ont... D'un seul coup, ils ont découvert le libéralisme. C'est qu'en fait, le communisme, à un moment donné, ça faisait qu'ils mangeaient plus. Et donc, à ce moment-là, ça va arriver en France. Ils ont fini. Voilà. Et pour ça, en fait, la question, c'est plus le timing de ça. Quand est-ce que ça va arriver dans 15-20 ans. Mais en fait, c'est une mort lente et programmée et douloureuse. Tu vois, c'est une agonie. La France est en soins palliatifs, donc c'est très très désagréable en fait d'être là quand on est là-dedans, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est en train de faire n'importe quoi. Non, c'est pour ça. Moi, je me dis, je préfère tranquillement partir, laisser le pays à ceux qui ont gagné. Ils ont gagné les élections, la bataille idéologique, culturelle, tout ce que tu veux. Ils sont majoritaires en plus. Laissons-leur le pays, qu'ils fassent leur truc. Nous, on fait notre expérience. Moi, tu sais, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce que disait Charles Gave, que tu connais très bien, et avec qui j'ai fait 2 vidéos. Il disait qu'il est parti quand il avait 30 ans, quand, je crois, Mitterrand a été élu. Oui. Parce qu'il a dit qu'il vivrait jamais dans un pays communiste. Alors c'est drôle parce qu'avant même de connaître Charles, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'avais 15 ans, en cours d'histoire-géographie, je me rappelle, tu sais, on avait les cours sur l'URSS à l'époque. Tu sais, en fait, c'est la première, seconde guerre mondiale. Ouais. Et il y avait un truc sur l'URSS. Puis la prof d'histoire géo, elle s'appelait comment elle je sais plus comment elle s'appelait, elle était bouclée. Elle nous racontait un peu comment c'était dans le truc soviétique avec la propagande. Je me rappelle, j'avais dit à mon pote, qui est devenu mon témoin de mariage, je lui ai dit, moi, jamais de ma vie, mec, je vivrai dans un pays communiste. Si la France devient un pays communiste, je te jure, je me barre, machin, etc. Mais jamais de ma vie, je vivrai dans un pays communiste.
Et en fait, c'est marrant parce que tu vois, j'ai à peu près le même âge que Charles quand il s'est barré avec Mitterrand. Ouais. Et en fait, je vais au bout de mon idée. C'est-à-dire que là, pour moi, la France, j'ai acté un bilan. Et ce bilan, c'est que la France est un pays communiste. Je ne me reconnais pas dans ces valeurs-là parce que en fait, le communisme, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui marche. Hein. Si ça marchait, tu sais, quand le mur de Berlin a chuté, les gens seraient pas partis de l'Est à l'Ouest. Hein. Si le communisme marchait et était si super, bah, c'est les gens de Berlin-Ouest qui seraient partis en URSS, Berlin-Est, tu vois. Donc je pense que je vais faire comme Charles. Je vais me barrer à 30 ans, je vais revenir à 60 ans ou 70 ans. Ouais. Je vais faire ma carrière en Asie, en Afrique, dans toutes les zones un peu sympas. Lui, il a pas eu de chance parce qu'il est revenu, ça l'était toujours. C'était même pire. C'était même pire. Voilà. Lui, il est parti au début en se disant ça va être la catastrophe. Mais je reviens dans 30 ans, on est bien. Et en fait, on n'est pas bien. Bah écoute, moi, je vais prendre l'héritage de Charles. Je vais continuer le flambeau. Tu vois. Je vais essayer de continuer son truc en me disant je pars et dans 30 ans, ça sera mieux. On verra dans 30 ans ce que ça deviendra. Oh, ça sera une dictature crypto-communiste. Ça va être marrant, tu vois. Avec des CBDC, tu te feras fouetter si tu dis quelque chose de mal sur le gouvernement. J'ai appris récemment, d'ailleurs, sur Twitter que c'est quoi ? Il y avait plus de contenu pornographique où ils ont passé des lois machin et les gens ils criaient, ils disaient ouais mais on est quoi, on est dans un pays et là j'étais mort de rire, je dis mais les gars vous êtes dans une dictature, vous vous en rendez pas compte ça, et un jour ils vont interdire aussi bientôt les films violents et puis vous verrez ça, petit à petit à chaque fois on gratte de plus en plus. Je m'étais pris un petit storm là-dessus sur Twitter à un moment donné parce que tu sais il y avait eu le fait de mettre la TVA, rabaisser le seuil de TVA pour les auto-entrepreneurs à un moment donné. Ouais. Et ils l'ont annulé d'ailleurs. Voilà. Mais les auto-entrepreneurs étaient vent debout à la gauche ou ça etc. Et moi j'avais fait un tweet un peu provoquant là-dessus en disant les gars quand les taxes etc c'est pour les plus grosses boîtes ou les SAS et trucs comme ça. Ouais, là, y a personne qui vous dites c'est bien mais quand c'est pour vous là vous chienez. Là c'est pour un auto-entrepreneur qui a 30 000 balles et mon grand tu vas manger comme tout le monde. C'est-à-dire que quand après c'est-à-dire ils sont libéraux que quand ça les arrange. Bien sûr, c'est toujours comme ça. Vois, en fait, quand tu comprends que, j'allais dire la politique, mais oui, en fait, que la vie n'est qu'une question de guerre pour ses propres intérêts et que l'être humain va, en fait, à chaque fois privilégier ses propres intérêts, la vie est simple à comprendre. Il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que des intérêts. Et c'est aussi simple que ça. Et ça libère l'âme de penser comme ça. Il n'y a plus de méchants et plus de gentils. Il n'y a que des intérêts. Est-ce que nous avons les mêmes ou pas ? Et c'est tout. Tu vois, la France aujourd'hui a des intérêts qui ne sont pas les miens, bah c'est pas grave, bah, je pars, tu vois. Ils sont pas méchants, c'est pas les miens, on se reconnaît pas, on va pas dans la même direction. Je vais dans un pays où les gens et donc toi tu me disais que tu voulais aller à l'île Maurice. À l'île Maurice quelques années, ouais, ou en tout cas au début, ça peut être cool, pour plusieurs raisons. Donc on est sur un pays common law, donc c'est quand même pas mal, hein, en termes de droit, c'est quand même beaucoup plus libéral que chez nous, c'est quand même simple. Qualité de vie bien pour les enfants, fiscalité bien. Il n'y a pas beaucoup de lois restrictives sur l'entrepreneuriat, donc c'est quand même, tu peux monter une société assez facilement. Je sais pas, c'est le code du travail, j'ai regardé, le droit du travail, tout ça machin, c'est bien, c'est en faveur du chef d'entreprise. Le salaire moyen c'est $800 par mois, donc ça reste accessible. Si tu veux un salarié que tu veux payer on va dire l'équivalent de 3000 balles, ça te coûte 3 fois 8, 2024, allez tu vas le payer 2500 €, mais tout compris, tu vois. Toi tu débourses 2500, tu vois, et lui va payer 15% d'impôts, il lui restera 2000 balles net, il vivra comme un roi, enfin tu vois. Donc tout le monde est content en fait, enfin je trouve que ça matche bien avec mes objectifs. J'aime bien la mentalité des gens. J'ai des partenaires financiers sur place qui ont des sociétés et puis en fait comme c'est pas loin de l'Afrique et de l'Asie, c'est un pont, ce qui peut être intéressant. T'as l'Inde en face. En fait t'as beaucoup d'Indiens riches qui vont à l'île Maurice pour soit en fait ils ont des maisons, des trucs, soit ils vont placer leur argent là-bas et des investisseurs qui veulent investir en fait en Afrique vont monter des sociétés à l'île Maurice parce que c'est plus stable juridiquement que plein de pays en Afrique. Donc c'est un pont avec l'Afrique, c'est pas trop loin de l'Asie, ça peut être intéressant quelque temps. Ouais, c'est un petit hub. C'est un petit hub qui mérite d'être exploré selon moi quelques années. Je dis pas que je vais rester 50 ans, mais y aller quelques années et puis développer des choses là-bas, une belle société avec du staff sur place, machin, c'est un défi qui me tente bien, tu vois. Ok.
puis remarque, au moins tu restes au soleil. Ouais, non, mais c'est bien, c'est du soleil, j'y suis allé, oui, c'est un peu comme Nice, c'est un peu plus humide par contre, mais voilà. Il y a quoi comme autre destination que tu aurais pu prendre en considération à part celle-là? Il y avait quoi que j'avais regardé? Moi je cherche aussi des destinations, ce soit un peu famille quand même, parce que je compte avoir une famille. Malaisie, j'avais regardé, ça peut être intéressant. D'accord. Mais j'ai regardé rapidement, hein, j'ai pas analysé à fond sur mon patrimoine. Dubaï, ça peut. Pour une famille, c'est compliqué en fait. Célibataire, oui. Avec une famille, je me dis. Dans le désert, avec le sable et tout, est-ce que c'est. Tu vois? Parce que moi, j'y habitais, donc je vois très bien. En termes de santé, le seul souci, c'est comme tu es dans un désert, tu respires toute l'année du sable. La pollution est une catastrophe. Et c'est là-bas que moi, j'ai chopé des problèmes de peau, parce qu'en fait, avec l'air qui est très sec, plus le sable, plus le machin, plus la chaleur, je me rappelle, j'avais chopé des trucs. Donc. En Dubaï, c'est top en termes de finances, en termes de santé et de qualité de vie. T'es toute la journée dans la clim et tout. C'est pas ouf, tu vois. Et puis comme il fait chaud, tu peux pas sortir. Donc le sport, si tu dois le faire, c'est dans une salle de sport, mais t'es pas très actif, tu prends vite du poids. Donc en fait, si tu veux, l'argent c'est bien, mais il n'y a pas que l'argent. Il faut regarder aussi Pour moi, la santé, ça devient un des postes les plus importants aussi, parce que je me dis, plus on grandit dans l'âge, plus il faut faire attention. J'ai beaucoup aimé le côté entrepreneur à Dubaï, j'ai beaucoup aimé le côté financier, parce que tu peux développer beaucoup de projets. Il me manque la brique, on va dire, santé. Ouais. La brique où je peux me balader, aller faire ma petite marche, respirer tranquillement, je sais pas, tu vois, pareil, beaucoup de bagnoles, c'est-à-dire que tu le sens quand tu sors dehors, la pollution mélangée à la chaleur et le sable, tu respires ça, tu vois, enfin c'est tout le temps, c'est une qualité de l'air qui te prend, tu vois. Donc ça, c'est vrai que c'est le truc qui m'a pas... C'est juste le côté, on va dire, santé et le côté un peu lifestyle. Après, voilà, pareil, en termes de valeur, le problème, c'est que c'est une société de consommation, Dubaï, tu vois. D'hyper-consommation. Les gens, là-bas, c'est l'argent. Le problème, c'est que si j'élève des gosses là-bas, ils vont penser à quoi, en fait? Ça va être les enfants les plus cupides du monde, tu vois. Donc c'est bien qu'ils aiment l'argent, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas que ça devienne des abrutis matérialistes, quoi, tu vois. Je veux pas ça pour mes enfants, tu vois. Nous, on est adultes, on sait faire la part des choses. On sait que... Voilà. Mais comme là-bas c'est la culture du j'ai la plus belle montre, j'ai la plus grosse caisse, machin, les gosses ils vont grandir là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils vont se dire tiens, si mon pote il roule en Clio, c'est un clochard, enfin tu vois. Peut-être que c'est un clochard, mais il est très sympathique. Mais peut-être qu'il a une qualité intrinsèque, il a une valeur intrinsèque qui, tu vois, peut-être que ton pote c'est un génie, c'est un Jeff Bezos en fait, donc oui, tu vois. Mais le problème c'est que là-bas ça t'apprend à penser un peu comme ça, c'est-à-dire que tu es ce que tu as. Et en termes de valeur, je trouve que c'est pas, pour des gosses, c'est pas intéressant. C'est pas, tu vois, quand ils sont adultes et qu'ils savent faire la part des choses, pas de souci. Quand ils sont en construction, ils vont pas comprendre, ça va pas en faire des gens très des gens qui vont réussir bien comme il faut plus tard, ou tu vois ce que je veux dire. Quand tu parlais de la Malaisie, c'est marrant que tu aies cité ça. J'ai revu récemment un ami espagnol qui lui travaille à la chambre du commerce espagnol en Malaisie, à Kuala Lumpur. Oui, c'est ça. Et on disait justement que c'était assez intéressant. Alors, c'est super, c'est super en termes de taxes sur les sociétés, c'est facile, coût de la vie facile, emploi, si tu veux employer des gens, ça coûte pas trop cher, le droit du travail nickel, les gens sur place, tu connais. Toute la zone là est en train de. C'est super, non, franchement, c'est. En fait, moi, mon vrai objectif final, ça serait Singapour. J'aimerais vraiment y aller. Ah putain, ça je suis d'accord. Ça coûte très cher, donc. Singapour est l'une de. Je crois qu'elle est. Moi, c'est mon objectif final, hein, mais ça coûte trop cher en fait. Il faut un patrimoine de 10 à 20 millions net pour être tranquille là-bas, tu vois. Donc le cadre est exceptionnel. Non, mais après en fait pourquoi j'aime bien Singapour, c'est que c'est éducation numéro 1, santé numéro 1, business numéro 1, système bancaire extrêmement bien développé. Beaucoup de banquiers suisses partent à Singapour là aujourd'hui pour relocaliser les family office. Donc je trouve que c'est super, tu vois. Mais il faut être solide quand tu vas là-bas. Tu peux pas y aller en mode tu débutes dans ta carrière, je sais pas, t'as 1 million, c'est pas assez en fait, tu vois, tu vas être un clochard là-bas. Donc voilà, il faut y aller quand t'es bien. Avec Singapour, moi, ce que j'avais adoré là-bas, c'était vraiment, t'es sur c'est une ville colossale, je crois qu'il y a 6 millions d'habitants, un truc comme ça, mais tu les ressens pas. Tu les ressens pas tant que ça, je la trouve pas écrasante comme ville, comme beaucoup de villes justement. Non, et puis les infrastructures sont super en fait, tu vois. Et moi ça c'est un truc ça me tente bien, et puis ça me fait un petit objectif, tu vois. Je me dis je vais bosser, je vais essayer d'atteindre de gros chiffres sur mon patrimoine, et puis quand je les aurai atteints, j'irai tranquillement savourer ça. Et puis ça se trouve en fait Singapour dans 20 ans ou dans 10 ans, enfin allez, en vrai moi je le vise pas dans 20 ans, je vis plutôt pour mes 40 ans, donc dans 10 ans. Mais ça se trouve dans 10 ans ça sera peut-être une autre ville qui sera mieux. Mais
j'ai envie de le tenter parce que même la culture locale m'intéresse bien. Je trouve que les gens là-bas sont bien, ils ont des bonnes valeurs en fait. Oui, je suis d'accord. Des valeurs où ils vont chercher le progrès, ils vont chercher à travailler. Puis ils sont très ouverts. Ils sont intelligents en fait. C'est un peuple intelligent. Et puis c'est un peuple qui est ce qu'ils appellent multiracial. Alors on va le dire en français, c'est multiethnique. Il y a des Chinois, il y a des Indiens, beaucoup, il y en a 30%. Et la dernière communauté, c'était... Il y avait 3 ethnies différentes là-bas chez eux. C'est pas les Malaisiens Les Indonésiens peut-être. Ouais, je sais plus. Je crois que c'est majorité chinois, non, le premier. Oui, c'est chinois. C'est chinois 60%, un truc comme ça. Ouais. 30% d'Indiens, je crois. Indiens, je sais pas si c'est 30%. Il y en a pas mal en tout cas. Ou 10-15, ouais, je pense. Et le troisième, c'était quoi? Je sais plus. Il y avait 3 en fait. Je me demande si le troisième c'était pas justement la Malaisie ou l'Indonésie. Ok, mais je trouve que le mix est sympa, tu vois. Mais tu sais, justement, quand j'avais été, il m'avait expliqué là, le taxi que y avait, en plus, ils ont vraiment beaucoup d'étrangers. Il y a 25% de la population qui est étrangère. Et c'est très très bien géré. Ouais, non, mais pas de souci, parce que l'État est fort en fait. Ouais. Et puis c'est pas des étrangers cassos quoi. Il est fort, tu mais vois, juste. Tu vois, c'est pas des étrangers cassos. Les gens, quand tu viens à Singapour, c'est que t'es un étranger qui a réussi dans ta vie. T'as monté des projets, t'as revendu tes boîtes, tu viens pour créer de la valeur, tu viens pas en général pour rien foutre, hein. Tu vas financer les meilleures startups. Même si tu viens pour faire la plonge, le gars qui vient pour faire la plonge. Bah, tu viens pas pour faire la plonge déjà, je pense, hein. Ça c'est compliqué. Je me demande enfin, quoique si, il y en a qui le font. Si, mais tu vois bien que les profils en question, ça reste des gens qui sont cadrés mentalement et qui peut-être eux auront des enfants. C'est de l'immigration asiatique, ça a rien à voir. L'immigration asiatique, c'est nous, enfin tu vois, que ce soit les Indiens ou autres, c'est des pays où en gros t'es habitué à ce que l'État te frappe sur la gueule si tu fais le con. Donc en fait personne fait le con par définition, parce que tu sais que c'est pas la police de la France, tu vois. Par exemple en Inde tu fous la merde si t'as pas de contact et que t'es pas d'une bonne, enfin tu vois, les flics qui t'amènent je sais pas dans le commissariat, ils t'attachent les mains, ils te défoncent, tu vois. Non mais c'est comme ça, tu vois. Donc c'est des pays comme ça où les gens déjà de base ils ont peur, tu vois. Donc quand ils sont immigrés là-bas, ils vont pas arriver et puis je sais pas, acheter une bêtise, brûler une caisse ou faire des roues avant quoi, parce que ils sont pas habitués à ça, tu vois. Ils se disent si je fais ça, mais déjà je vais me faire tabasser. Donc c'est vrai que c'est assez différent de ce que nous on a en Europe. Non, puis c'est des sociétés de la, entre guillemets, de la honte, dans le sens où si tu as fait une chose comme ça, t'es vraiment la honte de la famille. T'es le clochard de la famille, là c'est fini. Là en gros personne voudra marier ta fille avec toi. Il y aura personne qui dira mais qui n'a jamais roulé sans permis ou volé de voiture. Ah bah là, c'est simple. Là je pense que la vie sociale du mec s'arrête. Hein. C'est-à-dire que s'il avait des espoirs de se marier dans une bonne famille, c'est fini. Il n'y aura plus aucune bonne famille qui voudra se marier. Il aura foutu la honte à toute sa famille. Enfin bref, en gros, c'est mort. Hein. C'est terminé. C'est un peu la société qui fait la police en fait. C'est plus que l'État quoi. C'est ça. Mais il y a un contrôle social très fort. Bah, comme disait je sais plus qui, j'avais regardé pourquoi la Chine en fait a survécu plus de 5000 ans en final. Hein. C'est parce qu'en fait en Chine les infrastructures qui ont pris le relais sur l'État quand l'État n'existait plus, c'était le cercle proche, le village. Dans le village, il y avait des anciens, il y avait des structures sociales qui étaient tenues par des chefs locaux. Et donc en fait, même quand tu avais des empires qui tombaient, bah, en fait, les structures étaient un peu décentralisées. Puis après, quand tu as un nouveau pouvoir qui arrive, bah, en fait, ça reste un peu eux les chefs, etc. Okay. Bah, c'est un peu la construction des sociétés en Asie. Hein, c'est que tu as une grosse influence de la société. Mais après, c'est bien et c'est pas bien. Typiquement, dans les choses qui sont pas bien, c'est dans les sociétés un peu asiatiques, t'as des devoirs quand tu nais. Si t'es l'aîné, t'as certains privilèges, t'as certains devoirs aussi à faire. Tu dois t'occuper des parents quand ils sont âgés, tu dois t'occuper de tes frères et sœurs. Enfin, c'est-à-dire, voilà, t'as des responsabilités. Et les contreparties, c'est qu'en général, vu que t'es l'aîné, t'es un peu le chouchou, tu vois. Mais c'est des choses que c'est vrai qui sont très différentes des sociétés à l'occidental où en fait chaque individu est un peu seul, hein, un peu atomisé. Ouais, un peu atomisé, hein, c'est un peu chacun qui se démerde, c'est-à-dire qu'on est ensemble dans la famille, mais à partir de 18 ans, bon, bah, merci, au revoir, on se revoit une fois à Noël. C'est vraiment un fonctionnement différent. Alors, ce qui est bien dans les sociétés occidentales, c'est que tu as une grande liberté individuelle, donc ça, c'est quand même ce que tout le monde. Tu veux repartir à zéro, te refaire complètement et sortir dans certains cadres. Ça fait du bien, parce que c'est une vraie bulle d'oxygène et ça fait du bien. La contrepartie à payer, parce que rien n'est gratuit, bah, c'est malheureusement une société faible, du coup, qui a besoin d'un État fort. Parce que tout le monde est tout seul. Donc c'est un prix à payer, c'est le bonheur individuel fait que collectivement on doit avoir un État qui contrôle toute notre vie, hein, c'est un peu ça. Hein. Alors que si l'État ne contrôle rien, bah, il faut plutôt qu'on fonctionne en tribu parce que tout seul on crève sinon. Donc, tu vois, c'est un vrai choix philosophique de société, on en a fait un.
on en paye juste le prix. Est-ce que c'est bien, pas bien? Il n'y a pas de bien ou pas bien, comme je l'ai dit avant, et que des intérêts. J'avais vu une théorie là-dessus intéressante sur l'État. Ouais. Par rapport à la France, l'Italie, parce qu'on est vraiment ceux qui ont les États les plus agressifs et omnipotents en Europe. Oui, bien sûr. Et qui expliquait qu'en gros, c'était peut-être aussi pour ça qu'on était si créatifs, parce qu'on était on est obligé de chercher des solutions pour échapper aux griffes. C'est ça, la créativité vient face à une problématique, un mur qui t'est mis, et donc il faut chercher comment tu peux régler le problème, contourner, etc. Et donc les Italiens, les Français ou même des Espagnols sont devenus des experts là-dedans, parce que tout est fait pour les emmerder. En gymnastique mentale. C'est marrant, c'était un ami suisse qui disait les Français aiment la complication dans les choses simples et les Suisses aiment les choses simples dans la complication, dans le sens où, je sais pas, nous, même quand on a un système simple, on va chercher des montages fiscaux, je sais pas, qui ressemblent à rien. Et eux, ils font, bon, non, on crée une raison individuelle, on s'en bat les couilles, il faut une auto-entreprise et voilà, basta. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux mentalités différentes, c'est drôle, hein. Mais c'est deux histoires aussi différentes. Écoute, je pense qu'on a bien discuté. Est-ce que tu auras un dernier mot de la fin Écoute, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, et puis je pense que si les gens doivent retenir une chose de l'inflation, c'est juste que pour vous protéger de l'inflation, vous devez investir votre argent, mais dans des choses qui auront une valeur dans le futur. Et n'oubliez pas que si jamais vous vous endettez pour profiter des effets de l'inflation, c'est-à-dire que pour faire en sorte que votre dette vaille moins dans le futur, ne vous endettez que si le projet futur génère plus de valeur que les intérêts que vous allez payer. Okay. En gros, est-ce que votre projet rapportera plus que ce que vous devez? Voilà, c'est simple. Si ça, c'est le seul cahier des charges à respecter pour faire vos investissements. Très bien. D'ailleurs, ça peut même être des fois des gars qui vont être juste dans de la bidouille, du retaper des trucs, etc. Et il y a des gars qui s'en sortent beaucoup mieux dans ce genre de schéma-là que de faire des investisseurs. Bien sûr. Chacun fait chacun fait ce dans quoi il est bon. Très bien. Merci beaucoup, Sylvain. Merci à toi. À plus, Clément. Salut. Je remercie encore une fois notre partenaire du jour, Ocoff, qui nous a permis de financer cette émission. N'oubliez pas, vous avez vos 3 premiers mois de garde offerts grâce au lien dans la description.